Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Après une petite semaine de pause, on est de retour avec notre habituel 4 quarts. Le 4 quarts, c'est le bilan des 20 derniers matchs de la saison régulière NBA. On en est maintenant au 3e quart et pour discuter de ce 3e quart de la saison avec moi, j'ai d'abord Greg. Greg, je te demande maintenant comment ça va parce que peut-être que dans quelques minutes, ça ira un peu moins bien l'évocation d'une certaine équipe. Donc comment ça va, Greg? Je n'ai pas d'équipe préférée en NBA, moi, donc on peut parler librement de n'importe qui. Ça va pas mal. C'est samedi soir, heure à laquelle on enregistre votre épisode que vous verrez en début de semaine, mais tout roule tranquillement. Est-ce que tout roule tranquillement aussi pour toi, Constant, a.k.a. Minigoat? Comment ça va? Ça va. On est effectivement sur un enregistrement du samedi soir, donc peut-être que certains de nos avis auront évolué d'ici la publication. Il y a peut-être un Lakers Celtics potentiellement qui peut potentiellement nous faire passer pour des neuneux. Et puis bon, en tant que fan d'OKC, il y a deux matchs là qui ne sont pas du tout attendus et qui n'amènent pas du tout des discussions particulièrement toxiques entre deux fanbases sur Twitter. Donc c'est bien, on est sur un climat relativement sain. On peut dialoguer vraiment entre fanbase. C'est vraiment très agréable d'aller sur Twitter en ce moment et de taper les mots chez Gilgeous Alexander et Nikola Jokic. Effectivement, on est sur un débat MVP que nous n'aurons probablement pas dans l'émission. Voilà, mais qui commence dans le dernier 4 quarts peut-être, si on reprend le sujet. Si on arrive à le faire cette année. Voilà. Moi, j'y tiens particulièrement, je vous le dis. Donc, on le fera probablement. Hein. En tout cas, d'ici là, Constant en a parlé. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Suivez-nous aussi sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Petite parenthèse, merci beaucoup pour l'explosion de vues, d'écoutes, de likes pour l'épisode Power Ranking. Vous l'avez vraiment apprécié, donc merci beaucoup. On a fait le maximum aussi pour répondre à vos commentaires, même s'il y en a peut-être auxquels on n'a pas encore répondu avec le temps. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ça a explosé tous les records sur toutes les plateformes possibles. Donc vraiment, un grand merci à vous. Et je pense que dans ce genre de cas, on est peut-être sur une tradition qui va rester chez Dunk Hebdo d'un Power Ranking un peu large ensuite suite à la trade deadline. Bref, encore une fois, merci. On va marquer notre petite pause habituelle et puis on se retrouve pour la 3e partie de ce 4K. Commençons, Greg, Constant, par une des meilleures équipes de la NBA sur cette période. Une équipe qui aurait dû faire partie du Power Ranking, visiblement. Cette équipe, c'est les Golden State Warriors. Non, c'est les Detroit Pistons. On va parler des Pistons. Alors, Greg, 14 victoires et 7 défaites sur la période. Elle est plaisante, cette équipe des Pistons. Ouais, 10 victoires sur les 12 derniers matchs. C'est vraiment une équipe qui est plaisante à tout point de vue. D'abord, moi, ça me fait plaisir pour les fans parce qu'ils ont vécu une année passée très difficile. La saison 2023-2024 a été difficile. De quoi 15 ans, 15 ans, tu as raison. Mais la saison dernière, pour moi, elle symbolise ces 15 ans. D'ailleurs, tu as d'abord une expérience ratée avec Monty Williams, qui était le coach le mieux payé de la ligue et qui finalement n'a fait qu'une année. Tu avais des grosses questions sur le roster et sur le talent de manière générale dans l'équipe. Tu avais un problème de spacing qui était majeur et tu avais des interrogations sur Cade Cunningham qui faisait, disons, pas l'unanimité chez les observateurs, notamment pour des questions de premier pas, de faculté à faire des différences de manière, j'allais dire, unilatérale sans l'aide de ses coéquipiers, etc. On attendait de lui que ce soit vraiment un joueur héliocentrique. Et finalement, son profil s'est affirmé cette saison et on a découvert d'autres choses de sa part. Parce que cette saison, on a quand même, et notamment sur les 20 derniers matchs, on a quand même l'explosion, malgré l'absence de Jaden Ivey, d'une équipe qui entre dans une dynamique vraiment, vraiment très favorable, qui pointe à la 6e place de la conférence Est, ce qui est quand même remarquable, même si c'est pas, qu'on soit d'accord, une conférence où la concurrence est phénoménale comparée à l'Ouest, mais néanmoins, Détroit se faufile un chemin et on a pour moi 2 hommes qui sont le symbole de ça. Il y en a peut-être un 3e que je vais évoquer très rapidement, mais c'est Malik Beasley d'abord, qui peut très bien être candidat au Six Man of the Year. On est à 121 points par shoot, 42% à 3 points, plus de 50% quand il shoot dans le corner. Et on parle d'un mec qui shoot à haut volume à 3 points. On n'est pas sur un shooter qui prend 3-6 shoots par match. Vraiment, son truc, c'est le shoot à 3 points et il délivre. Mais au-delà de ça, Malik Beasley, c'est aussi quelqu'un qui imprègne une identité à cette équipe. Et on se souvient, après la défaite contre le Jazz en décembre, défaite qui les a fait basculer, c'est lui qui avait eu les déclarations, disons, motivantes, en disant que ce n'était pas le rôle de Détroit que de tanker et qui devait avoir des ambitions.
Et du coup, on a enfin une identité. On a l'éclosion d'Ozar Thompson, qui est la troisième personne dont je voulais rapidement évoquer le nom. Je trouve que son profil se complète un peu. On avait l'impression la saison dernière que c'était un défenseur unilatéral. En réalité, non, c'est plus que ça. Et puis Cade Cunningham, 36% d'usage, donc on est dans l'élite de l'élite, puisque c'est centième centile. Énorme playmaking pour les autres, scoring pour lui-même. Pas des chiffres d'efficacité incroyables, mais c'est peut-être normal. À mon avis, ça progressera plus vite que pour d'autres joueurs dont on ne parlera pas aujourd'hui. Ah, peut-être qu'on en parlera aujourd'hui. Je crois que quelqu'un va parler du Magic. Peut-être qu'on en parlera aujourd'hui. Mais voilà, c'est une franchise qui a à reprendre au sérieux. On a un proprio qui parle et qui agit. Certes, il a fait une erreur la saison dernière avec Monty Williams, mais il s'est rattrapé en recrutant JB Bickerstaff et ça paye. On a un coach, du coup, JB Bickerstaff, qui fait du très bon boulot et qui, pour moi, est contender coach de l'année sans aucun problème. 100% de victoire, 12-0 contre le bottom 10 de la ligue depuis le début de la saison. 50% de victoire contre le mid 10 et 55% de victoire contre le top 10. Je trouve que c'est une équipe qui est très intéressante et donc, bravo à eux. Deuxième défense sur la période. Ça, très, très fort. Constant, qu'est-ce que tu penses de ces Pistons? Je vais clore le débat parce que j'ai un passif avec Cade dans ce podcast, donc vas-y, Constant. C'est dommage, j'aurais bien aimé t'entendre faire un léger mea culpa sur le cas Cunningham. Mais je ne vois pas en quoi il y a un mea culpa, mais allez-y. Quoi? Bah si, moi je vais te le dire, puisque là, sur la période d'évaluation, comme l'a souligné Greg, effectivement, Cunningham est premier en usage chez les combo guards. Par contre, en PSA, donc en points per shot attempt, il est dans le 70e centile. Il fait mieux que 70% des joueurs à son poste sur la période d'évaluation, ce qui, pour Cunningham, est rare, et même très rare. Donc non, on est sur une évolution, on va dire, de la part de Cade Cunningham. Mais moi, ce que je voudrais souligner, au-delà de l'évolution de Cade Cunningham, et ce qui rejoint le point que tu évoquais, Ben, c'est que le fait que c'est la deuxième meilleure défense de NBA, et il y a deux noms que Greg, tu n'as pas cités, et qui pour moi sont essentiels dans le fait de consolider cette défense, c'est Jalen Duren, qui déjà a fait de gros progrès défensivement, et surtout Isaiah Stewart, au-delà d'être un bagarreur de première, est quand même une machine à protéger le cercle, une machine à contre. Enfin, vraiment, sorti de banc, il a un impact défensif très haut. Je vois assez peu de joueurs finalement qui sortent du banc comme lui, qui sont capables d'apporter une aussi bonne défense, qui sont aussi capables d'apporter autant d'intensité. Enfin, vraiment, c'est un joueur qui se révèle, on va dire, au fur et à mesure que la saison évolue du côté de Détroit. Donc, défensivement, oui, deuxième meilleure équipe sur la période d'évaluation, une bonne défense du cercle. Et surtout, ce que je trouve intéressant sur cette équipe de Détroit, c'est que on en avait parlé en début de saison, il me semble. C'était une équipe qui avait beaucoup de joueurs one-way. Ça veut dire que tu avais des joueurs soit qui faisaient tout pour l'attaque, soit qui faisaient tout pour la défense. Et je trouve que là, ils ont réussi à trouver une sorte d'alchimie, en tout cas une sorte d'équilibre entre tous ces profils, puisque en gros, tu as ton spacing qui repose sur Malik Beasley, puisque tu l'as cité, Greg. Malik Beasley, sur la période d'évaluation, tente 3 points par match. Il est à 46% sur ces 3 points. Donc en termes d'efficacité, c'est absolument incroyable. J'aime beaucoup aussi sur la période d'évaluation ce qu'est capable de faire Tobias Harris. Alors Tobias Harris, il y a toujours des stretches qui sont intéressants, mais là, il est complètement dans une situation où il délaisse le 3 points pour se concentrer plus sur de l'attaque de cercle. Et justement, c'est ce que je trouve très intéressant avec cette équipe de Détroit, c'est que c'est une équipe qui va beaucoup au cercle. On en reparlera pour l'équipe d'après, mais sur la période d'évaluation, ils sont 3e en termes de fréquence de tir tenté au cercle et ils sont 10e en termes d'efficacité. C'est une équipe qui, globalement, va agresser le cercle, va finir de manière relativement efficace, et quand elle ne finit pas de manière relativement efficace, elle va chercher des lancers francs qui sont réussis à des hauts pourcentages de réussite, que ce soit Cade Cunningham qui a 93% de lancers francs sur la période d'évaluation, Tobias Harris qui est à 88, même un Jalen Duren qui est monté jusqu'à 75 alors que le début de saison c'était assez compliqué. Je trouve que c'est une équipe qui, même si on va être très honnête, tu parlais Greg du fait qu'ils avaient remporté 10 des 12 derniers matchs, la seule victoire face à une équipe probante, on va dire, c'est la grosse victoire face aux Celtics. Sinon, tu as battu Philly, Charlotte, 2 fois Chicago, San Antonio, Atlanta, les Clippers, Brooklyn et Utah. Pas non plus battu des foudres de guerre, on va être très honnête. Certes, mais c'est important de prendre ces victoires quand tu es dans un projet de reconstruction et que tu veux affirmer ta place par rapport aux autres projets de reconstruction. C'est pour ça que je trouve que cette statistique, elle est intéressante, la statistique de combien de victoires tu as eu face au bottom 10. Quand tu es à 100% de victoire sur le bottom 10, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, ça te met
aller au milieu du ventre mou, mais en tout cas, certainement pas dans le bottom. Et ça prouve que t'es sérieux aussi. Ouais, exactement. Oui, et ça, je trouve ça hyper intéressant pour. Après, je suis d'accord avec toi, ça fait pas d'eux des contenders, hein, loin de là. Non, mais je parlais pas forcément de contenders, mais on va dire que c'est une équipe de plancher plus, parce qu'elle sait battre les mauvaises équipes. Après, voilà, cette année, en tout cas, il y aura toujours un léger plafond de verre face aux grosses équipes, mais je trouve que c'est une franchise qui a trouvé un petit peu son rythme de croisière, qui a aussi, j'ai envie de dire, trouvé peut-être une alternative au fait que Jaden Ivey soit absent depuis un sacré paquet de temps et sera absent d'ici la fin de saison. Même défensivement, ils ont beaucoup augmenté leur pourcentage de perte de balles provoquées chez l'adversaire parce qu'il y a la réintégration dans le 5 majeur et l'augmentation du volume de minutes de Ozar Thompson qui est, comme son frère, une machine pour voler des ballons. Donc ils sont 3e en termes de turnover pourcentage adverse sur la période d'évaluation. Alors voilà, si vous cumulez le fait qu'ils protègent bien le cercle, ils provoquent beaucoup de turnover chez les équipes adverses, ils sont 5e en pourcentage de rebond défensif, donc tu leur prends pas de rebond off sur la tronche. Il provoque beaucoup de lancers de l'autre côté. T'as un mec qui prend 10 tentatives à 3 points et qui les met à 46%. Ça fait que on est sur une équipe qui est 5e au net rating sur la période d'évaluation derrière Cleveland, OKC, les Lakers et Boston. Du coup, j'ai l'impression là que je suis un peu obligé de parler de Cade Cunningham, du coup, après ce que m'a lancé Constant. Alors, moi, je ne dirais pas qu'il y a un mea culpa à faire parce que la question que je posais vis-à-vis de Cade Cunningham, c'était celle de sa viabilité en tant que joueur potentiel DH20, en fait. C'était ça la question, ce qui avait été, on va dire, sa présentation comme un joueur, un prospect quasi générationnel au moment de sa draft. Là, mais j'admets, mais sans aucun doute, que c'est un des meilleurs joueurs de cette saison et qu'il a sa capacité, notamment sur le passing, à mettre en concert cette équipe de Détroit où il y a des meilleurs talents. Je vais pas vous paraphraser. Enfin, Malik Beasley, c'est la bonne nouvelle, c'est que du coup, c'est 2 parties de saison du côté des Bucks. La vraie bonne partie de saison, c'était du coup la première, celle où il mettait tout. Ce qui est quand même tend à prouver qu'il y a une certaine magie noire autour de Doc Rivers qui est assez folle parce que le mec a arrêté de mettre des tirs dès que Doc Rivers est arrivé. Mais bref, donc autour de Tobias Harris, on en avait parlé en début de saison, j'avais sorti une stat comme quoi, en gros, ils avaient jamais eu de gros shooters à volume et là, ils ont des meilleurs shooters à volume. Après, je garde il y a certains aspects de Cade Cunningham qui m'inquiètent toujours autant, c'est-à-dire que il finit toujours mal au cercle et le spacing est meilleur. Donc en fait, il y a un moment, c'est structurel. En fait, le spacing est meilleur, mais il a toujours du mal à finir au cercle. Et les stats en pull-up, enfin, si tu prends les stats en pull-up sur la période, parmi les mecs qui prennent plus de 80 pull-up, il est très très bas dans le classement et il est haut. Les mecs qui l'entourent, c'est Ja Morant, Michael Bridges, Paolo Banchero, Scottie Barnes. Voilà. Donc il a toujours, au niveau du pull-up, l'efficacité, l'official finger percentage au pull-up est toujours, on va dire, c'est difficile pour lui, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça soit un des meilleurs meneurs de l'Est cette saison. Cependant, moi, c'est plutôt sur l'aspect valider le tampon quasi générationnel, qui est une chose que je mets toujours en question, quand bien même c'est un joueur qui s'affirme comme un long shot des H20. Je vais le dire comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, moi, j'aurais rajouté la tendance quand même à perdre des ballons, qui est bon chez Cade. Après, alors, je vais défendre Cade du coup. L'usage fait que, je pense aussi. L'usage fait que, mais du coup, tu prends le turnover pourcentage, il est dans le 16e centile sur la période d'évaluation. Et puis aussi, il y a, alors certes, il y a Schroeder maintenant, mais il y a aussi qui fait de la création si c'est pas lui. Ça, c'est un truc qui. De toute façon, c'est simple. T'as Dennis Schroeder un peu. T'as un tout petit peu Ozar Thompson qui fait de la création pour les autres, t'as un tout petit peu de Tobias Harris, mais c'est là où je parlais du fait qu'ils avaient trouvé un équilibre, c'est qu'en gros ton spacing repose sur Malik Beasley, Dennis Schroeder, Tim Hardaway Jr., ton playmaking repose sur Cade Cunningham, et j'ai oublié et Jalen Duren quand même un peu, j'ai oublié de le mentionner, et ta défense repose sur Ozar Thompson et Isaiah Stewart. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont des joueurs attitrés pour certaines tâches. Je pense que l'étape d'après pour Détroit, ce sera d'avoir des joueurs qui sont capables d'être attitrés à plusieurs tâches potentiellement. Ça me rappelle fortement les Cavs de Bickerstaff. Je suis désolé. Des mecs qui sont vraiment portés sur l'attaque et des mecs qui sont vraiment portés sur la défense. Et le déclic se fait quand notre coach arrive à Atkinson, mais quand Evan Mobley passe le cap. Quelque chose à rajouter, les gars, sur... moi, je trouve justement qu'à ce niveau-là, ça donne beaucoup... Enfin, je sais pas si ça donne du discrédit à Monty Williams, du coup. Alors certes, il y a une équipe qui a été un peu changée, etc. Mais je pense que ça donne du crédit aussi à la stabilité que peuvent apporter des joueurs comme Tobias Harris, tu l'as dit, Constant, etc. Qui, certes, tu vas pas gagner 3 tours de playoff, mais ça
construit une équipe sérieuse. En parlant d'équipe qui gagne un peu en sérieux, Constant, ton équipe, l'équipe que tu souhaites mettre en avant, ton équipe positive, eh bien, ce sont les Portland Trail Blazers. Je t'en prie. Ah oui, j'ai été obligé. Bon, ils ont perdu contre l'équipe Z d'OKC. Bon, ça arrive. Ça fait que 16 défaites de suite face à OKC. Ça arrive. Bon, c'est possible. Ça fait 4 ans qu'ils ont pas battu OKC. Non, mais blague à part, franchement, Portland, on en avait parlé quand on avait fait l'épisode reconstruction. On était déjà tous les trois. Et moi, j'avais un petit peu défendu Portland en disant que Portland, moi, je les mettais un petit peu dans le tiers du dessus de certaines équipes parce que je trouvais que c'était une franchise qui avait déjà, entre guillemets, drafté ses joueurs, mais qui attendait juste que ces joueurs puissent arriver à un niveau assez correct. Et finalement, Portland, je trouve qu'on est sur 22 matchs de très bonne facture, 14 victoires, 8 défaites. Ils sont dans le top 10 des meilleurs bilans sur la période d'évaluation, 8e en termes de net rating, et puis surtout, c'est la défense de Portland qui est assez incroyable. Ils sont deuxième défense sur la période d'évaluation. Donc je trouve que c'est une équipe qui vraiment a su trouver un petit peu, tirer le plein potentiel de ses joueurs et de la quasi-intégralité de ses joueurs. Parce que je trouve que, on en avait parlé en début de saison, j'en avais parlé au mois de décembre aussi, ce qu'ils font de Deni Avdija. Alors, l'efficacité n'est pas non plus extraordinaire, mais on est sur un joueur qui tente 49% de ses tirs au cercle. Il est dans le 95e centile chez les forwards sur la période d'évaluation. Qui dit grosse rim pressure, dit énormément de lancers provoqués. Il a plus de 6 lancers francs tentés sur la période d'évaluation. Donc, je suis assez emballé par ce qu'est capable de proposer Deni Avdija avec ses Blazers à partir du moment où tu lui mets un peu plus de responsabilité, à partir du moment où tu lui mets une augmentation du volume. Et ça confirme que ce qu'il avait montré sur sa dernière année à Washington était loin d'être une fluke season. Et c'était vraiment la progression d'un joueur et l'évolution du rôle d'un joueur. Et derrière, je trouve que tu as des joueurs qui connaissent leur rôle et tu as des jeunes joueurs qui progressent. On a parlé de, je ne sais plus dans quel épisode, je confonds tous les épisodes maintenant. Mais on a parlé de Toumani Camara, qui est un défenseur extrêmement polyvalent, qui met dedans en plus à 3 points. J'ai juste moi quelques réserves, on va dire, sur le playmaking. Oui, Greg se prend la tête à 2 mains, effectivement. Mais moi, j'ai quelques réserves, on va dire, sur le playmaking, où je trouve qu'on est que sur un Stu&D un peu à l'ancienne et qu'on n'est pas vraiment sur un connecteur, ou en tout cas la version augmentée du Stu&D de la NBA de 2024. Mais il va probablement être dans une autre defensive team. Même un joueur qui a peu joué sur la période d'évaluation, et Greg va peut-être pas se prendre la tête entre les mains, mais même un joueur comme DeAndre Ayton, je trouve, a été plus que correct sur la période d'évaluation, avait retrouvé un petit peu d'agressivité. C'est peut-être parce qu'il a joué les Suns sur cette période-là, donc forcément, il s'est remis un petit peu en mode focus. Mais voilà, derrière, ça suit très bien. Anthony Simons, Shaedon Sharpe qui trouve un tout petit peu d'efficacité. Scoot Anderson, ça commence à être il commence à y avoir des trucs du côté de Scoot Anderson, l'augmentation du volume à 3 points, l'efficacité. Bon, la finition au cercle est toujours absolument catastrophique. Mais voilà, c'est bien qu'on parle en back-to-back des Pistons et des Blazers, parce que c'est deux équipes qui finalement vont évoluer un petit peu dans les mêmes standards, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est-à-dire qu'on a deux grosses équipes qui attaquent le cercle. Et la seule différence, on va dire, entre Détroit et entre Portland, c'est que Détroit, défensivement, Portland va provoquer un peu moins de turnover du côté de l'adversaire, mais va être une meilleure défense du cercle. Et ça m'amène sur mon dernier point en termes de défense du cercle. Alors, on peut dire ce qu'on veut, oui, en termes de mobilité, c'est pas forcément ça. Et encore, je suis pas complètement d'accord, mais la protection de cercle de Donovan Clegan est quand même très, 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 très intéressante. La défense sur drop l'est tout autant. Donc voilà, moi je trouve que c'est une équipe qui, encore une fois, joue crânement sa chance, et peut-être, même s'ils partent d'un peu loin, peut-être qu'avec l'espèce de bazar ambulant là entre Dallas, les Suns, etc., aurait peut-être un spot 10 à aller gratter, aurait peut-être une place au play-in à aller gratter, avec les Spurs aussi avec la fin de saison de WNB. Mais de ce que je vois, j'ai envie de dire que la 10e place ne serait qu'un bonus, parce que ce qu'ils sont en train de montrer sur la période d'évaluation et ce qu'ils sont en train de montrer depuis grosso modo 1 mois et demi, 2 mois, me laisse assez optimiste sur la suite. Vous en parliez dans la conversation, donc du coup, par conscience professionnelle. Je suis allé voir les Blazers il y a je sais plus quand d'ailleurs. Moi, ce qui m'a marqué défensivement, c'est qu'ils galopent. Alors ça a l'air complètement comme ça, mais ils courent, et du coup, je suis allé voir les stats pour une autre équipe en préparant l'épisode, parce que je pensais... on va en reparler, j'allais le dire. Ouais. je me suis dit, ils vont être derniers, c'est sûr. Ils étaient pas derniers d'ailleurs, mais bref. Et dans cette stat-là, les Blazers étaient deuxièmes. En fait, d'ailleurs, l'équipe numéro 1 défensivement en termes de distance parcourue, c'est les Hornets. Donc je me dis à quel point cette stat
vaut quelque chose. Bref, passons. Mais en tout cas, isolée, elle vaut rien, mais elle est intéressante quand tu la mets ailleurs, quoi. exactement. Donc moi, c'est ça qui m'a marqué du côté des Blazers. Là aussi, je pense que ça amène un peu de sérieux dans cette équipe et dans sa capacité à être une bonne défense structurée. Alors tu l'as dit, Constant. Moi, du coup, c'est un peu mon dada, c'est les choix de draft très très hauts qui ont déçu. Scoot partait d'assez bas, mais je pense qu'il s'améliore. Tu parlais du cercle et aussi le drive et les pertes de balles. Enfin, il y a encore numéro 1 de cette stat. Il perd un camion de ballons sur les drives. Oui. Donc, c'est un truc qu'il arrive à corriger, mais même lui est en meilleure position. Et dans pas mal des stats dont je vais parler plus tard par rapport à mes équipes positives et mes joueurs positifs, il y a beaucoup de joueurs de Portland qui ont pop. Que ça soit Avdia, etc. Enfin, les mecs ont pop. Donc, bravo, Portland. Vraiment. Greg, est-ce que tu as un truc à ajouter? Ben, ça fait au moins 2 ou 3 saisons, je sais plus de combien de temps il est là-bas, mais Chauncey Billups est en train de réaliser peut-être du bon travail aux Blazers sur cette fin de saison, en tout cas depuis début janvier, depuis mi-décembre même peut-être. Peut-être qu'on est enfin en train de voir Chauncey Billups, en train de comprendre pourquoi les Blazers ont gardé Chauncey Billups. Et peut-être qu'on voit un peu le fruit de son travail. Je sais pas, c'est une question parce qu'il y a quand même besoin encore de confirmer du côté des Blazers. Tu l'as dit, Bentou n'est pas parfait. Même si c'est vachement positif pour eux. Et encore une fois, je trouve que c'est cool pour la fanbase parce que elle aussi, comme celle des Pistons, elle souffre depuis longtemps. Mais je me demande à quel point... Ah, quand même. Je me demande... Il y a un an et demi, il y a 24 mois, ils avaient encore Damien Lillard. Ça va encore... Oui, mais... C'est moins pire que Détroit, on va être très honnête. Oui, c'est vrai. Mais ils ont quand même souffert. Après, en termes de tour de playoff passé, oui, Détroit, faut attendre plus longtemps, mais ils n'ont pas passé des... Enfin, bref, ils avaient Damien Lillard, mais sauté au premier tour. Ouais, c'est ça, quoi, c'est ça. Donc c'est quand même la souffrance de voir Damien Lillard sauter au premier tour. Moi, je trouve que c'est une souffrance. Bon, c'est un autre sujet. Mais je me demande à quel point Chauncey Billups mériterait pas des éloges pour son boulot cette saison, en tout cas, aux Blazers. Et j'ai hâte de voir la saison prochaine, pour le coup, de voir s'il y a une confirmation de Billups, de voir si ses principes de jeu sont disons, vraiment les siens ou si il est remplacé par quelqu'un qui les a instaurés dans son coaching staff, je sais pas. Mais j'ai hâte de voir ça. Et je suis aussi très content que Toumani Camara continue de montrer tout son talent. Alors, il y a parfois des comparaisons avec Scottie Pippen qui sont peut-être un peu rapides, un peu osées. On salue Ben Taylor. On salue Ben Taylor, mais après, bon, moi j'ai beaucoup mangé du Scottie Pippen parce que c'est un joueur que j'adore, c'est vraiment un de mes joueurs préférés all time, et c'est vrai que sur l'impact défensif, il y a quelque chose chez Toumani Camara, sur le gabarit aussi. Après, Scottie Pippen, le truc, c'était que ça envoyait du sale aussi de l'autre côté. Donc voilà, mais bon, Toumani Camara, voilà, toujours dans mon cœur. Hein. Ouais, et puis même, tu vois, tu parlais de Scoot et du fait que sur les drives et sur les pertes de balles, c'était pas encore ça. C'est une équipe qui a pas un très bon spacing, hein, finalement, tout bien réfléchi, puisque sur la période d'évaluation, ton meilleur shooter, c'est Toumani Camara qui est dans les corners, ou Anthony Simons qui est vraiment le seul dans de l'auto-création vraiment à 3 points, parce que finalement, c'est une équipe qui prend pas mal de volume à 3 points. C'est une équipe, c'est ça que j'aime bien aussi avec les équipes de jeunes, c'est que c'est des équipes qui se prennent pas la tête avec du jeu de mi-distance, qui n'ont pas de superstars qui peuvent réellement établir le jeu de mi-distance. Du coup, ils s'embêtent pas, c'est du rim and freeze. Donc, ça peut avoir ses défauts parce que, en termes d'efficacité à 3 points, le seul qui tire à peu près correctement, comme j'ai dit, c'est Toumani Camara. Ensuite, t'as Scoot qui a 38.8 et t'as Anthony Simons qui est un bad shot maker qui a 37.9. Mais le reste, Shaedon Sharpe, ça tire pas très bien à 3 points. Jeremy Grant, ça tire pas très bien tout court. Et de toute façon, il tire quasiment que à 3 points, Jeremy Grant, j'ai envie de dire. Ou alors, lui, pour le coup, prend quelques fois des mi-distances. Et Deni Avdia, c'est pareil, ça tire pas très bien à 3 points non plus. Donc, c'est une équipe qui aurait potentiellement encore besoin d'amener un petit peu de spacing. Tu vois, je serais curieux, même si ça n'arrivera pas. Tu mets un joueur comme Malik Beasley dans cette équipe de Portland, peut-être que ça pourrait débloquer d'autres trucs offensivement pour certains joueurs. Et voilà, j'aime bien effectivement ce que propose Chauncey Billups, qui arrive à instaurer une bonne défense à cette équipe et qui offensivement fait pas des trucs hyper compliqués et a confiance en la capacité de certains joueurs à être des porteurs, des moteurs. Et les joueurs peuvent varier en fonction des matchs, hein, mais en tout cas d'avoir un apport suffisamment important en termes de création, en termes de playmaking, pour avoir un espèce de plancher offensif, un petit peu milieu de tableau, puisqu'ils sont 14e attaque sur la période d'évaluation. Et comme tu as une défense de fer, tu peux potentiellement poser beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes.
Qui a fait peut-être assez pour sauver son poste aussi, parce que je pense qu'on donnait pas cher de sa peau il y a 4-5 mois. Ou pour être courtisé par d'autres équipes. Ah, tu penses? Ah, peut-être, je ne sais pas. Ah là là, pitié. Eh bien, continuons avec... Alors, on a parlé des Pistons, on a parlé des Blazers. Parlons d'une autre équipe qui fait rarement les titres, les Lakers. Du coup, c'est mon équipe positive. Et alors, tu as bien fait, Constant, de préciser le jour où on enregistrait. Alors, je crois qu'ils sont à Vancouver. Il y a qui comme... Non, à Minneapolis. C'est Roubaix Lakers. Il y a qui comme joueur aux Lakers? Il y a Gavin Stott, non? Anthony Davis, pépite, Luka Doncic, on m'a dit le mec, ouf. Précision importante, on enregistre avant le Lakers Celtics. Celle-ci, je devrais limite l'écrire en gras caractère 36, même plus, 144. Ma stat, moi, elle est assez simple, c'est 107,9. Petite précision, on démarre pas tous, on a différentes méthodologies pour démarrer la séquence du DH20. Moi, je démarre le jour... Du DH20 Oh le spoil. Du 4 quarts. Oh le spoil. Moi, je démarre le 4 quarts au moment où on a enregistré l'épisode précédent. Peut-être pas le moment de sortie. Donc, ça fait un jour de décalage. Bref. 107,9, c'est le defensive rating des Lakers sur la période. C'est la meilleure défense sur la période. Et, faut même aller un peu plus loin, l'écart qu'ils ont avec les Pistons, c'est-à-dire 2,4 points, c'est le même écart qu'entre les Pistons 2e et les Celtics 8e sur la séquence. Donc, c'est largement la meilleure défense sur la séquence. Et moi, ce que je trouve encore plus intéressant, et là, je vais éveiller les théories complotistes, c'est que, en général, les grosses défenses, structurellement, elles provoquent beaucoup de lancers francs, en fait, parce qu'en gros... on parle des lancers francs pour les Lakers. Alors là. C'est pour ça, voilà. ils sont réveillés, du coup. J'allume mon micro. Et structurellement, voilà, c'est des défenses qui amènent des lancers francs pour adversaires. Voilà, si tu regardes dans le top 8 dont j'ai parlé, Détroit, OKC, Toronto et Portland, donc 4 des 8 meilleures défenses sur la période, sont à la 25e place ou pire au niveau de cette stat des lancers francs concédés. Les Lakers sont 10e. Donc les Lakers, c'est une des meilleures défenses NBA qui concèdent très peu de lancers francs. La seule équipe du top 8 qui fait mieux, ce sont les Celtics qui sont 8e défense sur la période. Alors, après le côté... Bravo aux Celtics, qui a d'ailleurs un peu confirmé dans mon choix du power ranking, bref, en checkant 2-3 stats. Passons. Salut Constant. Non, mais je suis d'accord avec toi. Du coup, par rapport plus au terrain, on était inquiet. On l'avait dit pendant le power ranking, on l'avait dit au moment du trade de Luka Doncic. Là, faut, je pense, donner beaucoup de crédit à JJ Redick. La défense des Lakers en termes d'intensité, c'est assez incroyable. En termes de choix de coach, c'est-à-dire premier choix très fort, celui de laisser, et je vais peut-être vous laisser parler, mais j'irai un peu plus loin sur ça. On dit qu'ils laissent shooter les mauvais shooters. Je suis pas d'accord. Je pense qu'ils font des choix très forts en termes de qui laisser shooter, quitte à parfois jouer avec les pourcentages et jouer avec des joueurs qui sont pas en réussite. Tout le monde parle du match contre Denver qui a soi-disant donné la solution contre Nikola Jokic, ce qui est pas trop le cas, mais le fait est que dans ce match-là, tu paries sur le fait qu'Aaron Gordon ne mette pas de 3 points. Il n'en met pas de 3 points dans ce match-là. On peut saluer Greg. Il y a des jours où Aaron Gordon met les tirs. Du coup, et là, le match n'est plus le même, du coup. Aussi, les choix très forts sur couper les drives. Enfin, ils sont, leur longueur, leur taille leur permet de couper les drives et d'être une équipe qui, malgré une protection de cercle théoriquement assez mauvaise, parce qu'ils ont que Jackson Hayes et pas vraiment d'alternative, ils arrivent à orienter les équipes de telle sorte qu'elles prennent quantité assez limitée de tirs au cercle et qui défendent assez bien. Et puis, le tout switch quand il n'y a pas de Jackson Hayes, moi, franchement, je suis assez épaté par le fait que non seulement ils le mettent en place, et ils le mettent en place bien. Il y a très peu d'erreurs mentales. Alors, on pourra discuter, les gars, de à quel point c'est viable en playoff et à quel point, notamment, je pense à leur zone 2-3 qu'ils mettent parfois en place, à quel point ils peuvent mettre ça en playoff. Je sais pas, j'ai certains doutes, mais on est obligé de parler de ces Lakers qui, de l'autre côté du terrain, voilà, je pense que le plan de jeu de JJ Redick, c'est on a Luka, on a LeBron James, les mecs trouvent des solutions parfois, malgré qu'il y a, je pense, un déficit de talent offensif assez clair sur les role players parfois. Ça fait une des meilleures équipes de la séquence, quoi, tout simplement. Finalement, le problème, c'est peut-être plus l'attaque que la défense. Ouais. Parce qu'il y a des moments où l'attaque elle patine. Et là, pour le coup, les lancers francs, ils sont bien contents de les avoir. Enfin, bref. Non, mais pour avoir échangé un petit peu avec certains en commentaire, que je salue pour l'épisode Power Ranking, effectivement, on avait été très critique sur la défense des Lakers. Bon, on n'avait pas prévu le fait que LeBron James allait évoluer à un niveau Defensive Team.
C'est vrai que LeBron, ça faisait quand même 4 ans que défensivement, il faisait... Non. La première année aux Lakers, il défend. Enfin, la première année avec l'année où ils sont champions 2020. C'est pas la première année aux Lakers, mais vous m'aurez compris. C'est la première année avec AD. Il défend. Mais là, effectivement, le niveau défensif de LeBron James est absolument indécent. Donc, forcément, on va dire que les Lakers, ça les aide à être meilleurs défensivement. Après, moi, je mettrais 2 bémols. Effectivement, ce bémol du on laisse les shooters tirer à 3 points parce que les Lakers sont quand même la 8e équipe sur la période d'évaluation qui concède le plus de 3 points wide open. Ils sont 4e en termes de réussite adverse. Donc, on va dire qu'ils laissent assez grandement les équipes adverses shooter à 3 points et que les équipes adverses ne mettent pas forcément dedans. Et puis surtout, moi, la dernière problématique que j'ai évoquée dans le commentaire sur la défense des Lakers, c'est que, hormis les Nuggets, quelles sont les bonnes équipes offensives qu'ils ont jouées sur les derniers matchs? C'est-à-dire que si vous regardez la win streak récente des Lakers, vous retrouvez les adversaires qu'ils ont joués sur cette win streak récente. Mais, en gros... Clippers 2 fois. Voilà, Clippers 2 fois. Qui mettent plus un pied devant l'autre offensivement. Wolves, Mavs, Portland, New Orleans, Knicks. Sur cette win streak-là, et sachant qu'il y a Charlotte et Utah, mais je les compte pas parce qu'ils se sont fait taper. La seule équipe qui est au-dessus de la moyenne NBA, c'est Denver. C'est tout. Tout le reste, et il doit y avoir les Knicks aussi qui traînent dans le tas, donc ça fait 2 matchs. Tout le reste est dans le flop 10 en termes d'efficacité offensive depuis le début d'année 2025. Donc je ne dis pas du tout que la défense des Lakers est flouque, je ne dis pas du tout qu'elle va devenir catastrophique, je pense très honnêtement que on a un échantillon de matchs assez élevé et peut-être qu'ils vont battre Boston là cette nuit et qu'ils vont limiter Boston à 104 points et du coup j'aurai l'air d'un con au moment où l'épisode sera publié. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais voilà, je dis pas du tout que cette défense des Lakers est pas, on va dire, je dis pas qu'elle est flouque, je dis juste que effectivement, là ils vont jouer Boston, ils vont aller à Milwaukee, ils vont aller à Denver. Je suis curieux de voir comment cette défense va réagir face à de meilleures attaques. On va voir comment ça va se passer. Peut-être qu'elle va les stopper. Hein. Je suis curieux de voir comment cette attaque va réagir. Après, offensivement, c'est pas toujours très simple. Pour être très honnête, c'est pas toujours très simple cette attaque des Lakers. Effectivement, t'as un déficit en termes de création, en tout cas au niveau des role players. L'absence de Rui Hachimura n'aide pas trop. En ce sens-là d'ailleurs, mais bon, c'est vrai que d'avoir Luka Doncic qui est capable de faire du playmaking pour LeBron James, qui est capable du coup de take over dans les 4e quarts. Enfin voilà, c'est l'association des deux, même si Luka Doncic est loin de faire des très bons matchs en termes d'adresse et en termes d'autocréation, mais c'est suffisant pour l'instant parce que la défense c'est élite. Mais voilà, c'est encore une fois, ma problématique avec ces Lakers, ou pas vraiment ma problématique, mais mes réticences vis-à-vis des Lakers, et que j'ai besoin de voir un échantillon un peu plus grand face à des équipes un peu plus fortes offensivement. Et justement, le match face aux Celtics, je l'attends très très fort parce que tu peux difficilement faire plus grotesque que de jouer Boston chez eux, quasiment au complet, sachant que Boston, on l'avait déjà cité dans le Power Ranking, mais quand ils voient des contenders, généralement, ils font pas dans la demi-mesure. Greg, ta passion numéro 1, parler des Lakers, je t'en prie. Écoute, moi j'ai été épaté par cette séquence de match. Parce que, au-delà de la position de meilleure défense sur la séquence, ce qui m'intéresse, c'est les principes. Et je trouve que intégrer des principes, comme ça, tu l'as dit un peu, Ben, en intro, intégrer des principes avec le matériel que JJ Redick a à disposition en défense, moi, personnellement, ça m'impressionne. Je trouve que c'est une des équipes qui, dans la raquette, a le moins de matériel pour défendre. Alors, bien heureusement pour eux, contrairement à d'autres équipes dont on va parler plus tard, ils ont de la taille. Et je trouve que JJ Redick a l'intelligence de bien se servir de cette taille en incorporant des principes de jeu défensif qui seront précieux. Est-ce que les Lakers vont rester la meilleure défense de la ligue jusqu'à la fin de la saison, y compris contre des très bonnes équipes? J'en doute, je te rejoins Constant là-dessus complètement. Mais par contre, si les Lakers arrivent à intégrer le top 7 des défenses sur toute la saison, top 6, ce sera déjà une très très bonne victoire pour eux. Et bravo à JJ Redick s'il arrive à faire ça avec le matos à disposition. Sur le côté de l'attaque, je dirais que c'est plus difficile. Ils ont recours beaucoup à des pick and roll, évidemment, parce qu'ils ont 2 joueurs de pick and roll absolument légendaires, en la personne de Luka Doncic et de LeBron James. Mais ce que je trouve là aussi intelligent de leur côté, c'est qu'ils ont des adaptations et des ajustements qui sont quasiment instantanés en jeu. Un pick and roll ne marche pas avec Luka Doncic et Dorian Finney-Smith d'un côté. On va lancer la même chose, mais avec LeBron James et se servir de Luka Doncic en decoy à 45 degrés. Et Dorian Finney-Smith finira par avoir le ballon dans le corner pour un 3 points. Et moi, j'aime cette adaptation-là. Ça me prouve d'abord
une chose sur laquelle j'avais beaucoup de questions en début de saison, c'était la capacité de JJ Redick à mener une équipe vers des ambitions. Alors, je dis pas l'ambition d'un titre pour l'instant. En l'état, les Lakers, je pense, n'ont pas la voilure pour le faire. Et la capacité à JJ Redick à avoir suffisamment de bagages pour faire adhérer tout un roster, et notamment des mecs comme Luka Doncic et LeBron James, à des principes de jeu qui sont les siens et qui aujourd'hui fonctionnent. Et franchement, j'ai douté de JJ Redick en début de saison. Je me disais c'est peut-être un peu tôt, je préférais qu'il soit assistant, etc. machin. Et je réalise aujourd'hui que le mec est en train de faire vraiment une saison où s'il chope des voix pour le Coach of the Year, je dis pas que je suis choqué, quoi. Bah, je pense qu'aussi il est... Il y a deux, trois clients. Il y a deux, trois clients pour le Coach of the Year. Il y a des clients, mais choper une voix, je t'ai dit, choper une voix, hein. Je t'ai pas dit gagner le titre. Hein. D'un journaliste des Lakers. non, mais c'est vrai. Mais voilà, exactement. Dave McNamee. Non, mais je pense que Luka, en plus, vraiment son expérience de la fin de saison dernière, d'avoir une équipe dans laquelle il devait s'impliquer défensivement, ça a peut-être eu un petit impact sur ce qu'il a actuellement. Alors, par rapport à ce que tu as dit, Constant, c'est vrai que c'est très intéressant. Par rapport à la stat des shoots ouverts, il faudrait encore affiner cette stat et voir le pourcentage des joueurs ouverts que tu laisses shooter. Exactement. Parce qu'en fait, alors, pour moi, il y a deux matchs. En fait, il y a plusieurs matchs assez intéressants, mais il y a l'effet Chris Dunn. Parce que quand il joue les Clippers, il laisse Chris Dunn ouvert, mais en mode Chris Dunn, voilà. Et moi, c'est le match contre Dallas, je parlais de Dallas justement. Il laisse Exum ouvert. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que statistiquement, Exum, il a des bons pourcentages. Mais en fait, il joue sur le volume. Je dirais Dick. C'est qu'en gros, parce que du coup, je vois à la fin du match, je vois qu'Exum prend 7 tirs à 3 points. Je fais, Exum, il a jamais pris 7 tirs à 3 points. Depuis qu'il est revenu en NBA, il a joué 69 matchs. Il a pris 5 tirs à 3 points seulement, plus de 5 tirs à 3 points seulement 3 fois. Donc, il a pris 7 tirs à 3 points contre les Lakers. Il en avait pris 9 contre les Lakers la saison dernière. Il en a pris 6 contre les Celtics cette année. Sauf que, quand il en avait pris 9 contre les Lakers, il avait joué 35 minutes. Il a joué que 11 minutes contre les Lakers. Dante Exum a pris 7 tirs à 3 points en 11 minutes. Et en fait, je pense que une partie de la stratégie de JJ Redick, et là, peut-être que c'est l'ancienne expérience de shooter, c'est que il met les mecs, il fait tirer des joueurs, non seulement qui sont peut-être à mauvais pourcentage, mais il les met hors rythme. C'est-à-dire qu'il y a plein de possessions, tu vois, Dante Exum et Chris Dunn qui, en gros, recherchent l'extra passe et se disent, bon, il reste 7 secondes, il n'y a rien, bah je tire. Sauf que le mec, c'était pas du tout sa première lecture de tirer. Ce qui fait que je pense qu'il met des shooters en rythme. Mon gros bémol, c'est que je me demande dans une série au meilleur des 7 matchs où tu es capable de scouter comment ça marche ça, en fait, tout simplement. Moi, je parie, alors, là encore, Constant, je vais peut-être passer pour un con, moi aussi, ils vont laisser un mec de Boston ouvert cette nuit. Je suis sûr qu'ils vont parier. Voilà, si Jrue Holiday joue, ils vont faire. C'est Memphis qui avait fait ça, je crois, à un moment cette année. Tu laisses Jrue Holiday ouvert. Pour moi, en fait, la stratégie, c'est on joue avec les maths sur le mec à moins bon volume ou moins bon pourcentage, tout simplement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais à quoi ça fait penser, Ben, cette stratégie? C'est exactement ce qu'a fait Dallas sur la quasi-intégralité de leur run de playoff l'an dernier. Que ce soit face aux Clippers, que ce soit face à OKC, que ce soit face à Minnesota. Je parle pas de laisser un shooter, d'ignorer un shooter, je parle de jouer sur le volume de petits shooters. Et typiquement, moi je parle en connaissance de cause, la série face à OKC, les Isaiah Joe, les Aaron Wiggins, les Cason Wallace, tu leur avais fait augmenter le volume à 3 points, leur efficacité s'était effondrée. Donc je pense que JJ Redick, il a très bien observé ce qui s'est passé du côté de Dallas l'an dernier. C'est une équipe qui défend plus ou moins comme ont défendu les Mavs à partir du moment où ils font la trade deadline l'an dernier. Et là aussi, c'est pour ça que j'ai un peu sourcillé pour ce que tu as dit, Greg, concernant JJ Redick, parce que quand tu as quand même Nate McMillan et Scott Brooks en assistant coach, je me demande à partir de quel moment tu peux lui donner du crédit. LeBron James en tant que joueur. Parce que les ajustements offensifs, tu vois, je suis pas sûr que quand il voit que le pick and roll marche pas, il va dire ouais LeBron, vas-y fais-le. Je pense que c'est LeBron James et Luka Doncic qui prennent la décision d'eux-mêmes. C'est possible. Franchement, ça fait penser un petit peu à Steve Nash, la première saison de Steve Nash au Nets, où on attaque, il fait bon, les gars, faites votre truc là. Et par contre, défensivement, il avait Mike D'Antoni en assistant coach qui était pas réputé pour la défense, mais il était blindé d'assistants coach et d'anciens head coach NBA et qui sont très réputés. Mais effectivement, je trouve que on avait fait l'épisode avec toi, Ben, sur la nomination de JJ Redick. On avait dit bon, la nomination elle paraît un peu bizarre, mais au moins laissons-lui une chance.
Je me rappelle, c'était plus ou moins, on avait dit, bon, c'est peut-être une connerie, mais au moins, on va lui accorder le bénéfice du doute. Bah, force est de constater que c'est pas pire que Darwin Ham. Hein, je suis désolé, c'est pas pire que Darwin Ham. C'est même plutôt bien, même avec une armée d'assistants coach de grande qualité. Donc, c'est les Lakers, tu vois, Greg, franchement, je sais pas. Déjà, je pense que si on refait le power ranking aujourd'hui, ce qui n'a aucun sens, puisque un power ranking est une image, un instant précis, ils gagneraient forcément de facto des places. Ça serait la deuxième équipe à l'Ouest, on est d'accord, les gars. Avec Denver, après, t'es bien classé, hein, rappelle-toi. Ouais. Denver, oui, c'est vrai. Ouais, Denver est top 3 enfin, même top 3 tout court, il me semble, sur le classement final. Donc, tu vois, je sais pas. Il sera à la bataille avec Denver, quoi. Il serait au-dessus des Knicks, quoi. Il serait dans le top 5, je pense. Ouais, moi je les mettrais dans le même tiers que les Knicks, les Clippers et voilà, c'est tout. Et je les ai en premier de ce tiers-là. Pour moi, ils sont clairement dans le débat avec Denver, qui est le plus gros danger pour OKC à l'Ouest, quoi. En gros, ils sont dans ce débat-là. Oui, à l'heure actuelle. Et je vois que ces deux équipes-là. Ça en dit plus pour moi sur OKC que sur eux. Oui, OKC c'est toujours OKC au-dessus du field, hein, dans mon livre. C'est positif. Ma remarque est positive, Constant. Hein. Je sais bien, Greg, mais effectivement, voilà, on va pas tirer de conclusion parce que peut-être qu'on en parlera au mois de mai. Mais j'avoue que si tu dois jouer une série de playoffs face aux Lakers, au Luka Doncic et le LeBron James, quand t'es au Oklahoma City et que t'es déjà une équipe qui fait beaucoup de fautes. Ouais. Je t'avoue que j'y ai pensé en voyant la place d'OKC au niveau des. En fait, je t'avoue que si les finales de conférence, c'est genre Lakers, OKC, Cleveland, Boston. Je me donne pas cher de la peau des petits marchés en termes de décision arbitrale. Alors là, je vous le dis parce que déjà le match de cette nuit, je sais pas à quelles audiences ils vont faire, mais à mon avis ils vont faire de sacrées audiences. La Ligue voit qu'il y a Lakers Celtics en finale de conf des deux côtés, ils sont en mode ouh, ça c'est bien ça. Ça j'aime bien. Une équipe qui devrait pas goûter au final de conf, ce sont les Mavericks. Alors, on va faire rapide sur Dallas parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et Constant, tu l'as très bien dit dans notre conversation WhatsApp. Il faut pas que ça soit le bilan du trade de Luka 1.0. Seulement, Greg, c'est ton équipe négative, il faut en parler. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux pas parler des 20 derniers matchs sans parler de la catastrophe, de ce qui se passe à Dallas, tout simplement. Mais je crois même qu'on peut pas faire de 4 quarts sans aborder la situation de Dallas. C'est-à-dire que au-delà de Dallas eux-mêmes au milieu de la ligue, est-ce qu'on parle d'eux ou pas? Pour moi, c'est presque l'équipe la plus importante de la séquence des 20 derniers matchs qu'on a vécu depuis le début du mois de janvier. Et malheureusement pour eux, c'est pas à leur avantage, quoi. J'aurais beaucoup aimé parler de Dallas en positif, mais là, je n'ai que du négatif à dire à propos de Dallas. Et le pire, c'est que je n'ai rien à dire du tout, ni en positif ni en négatif, sur le jeu. Parce que finalement, jusqu'à sa blessure, Kyrie Irving, c'était très cool. Et c'était prometteur, etc. Machin. Il y a eu quelques éclats qui montraient bien. Mais il y a tellement de problèmes à Dallas. Il y a tellement de gens qui sont à l'infirmerie. Il y a tellement d'absences dans le roster que c'est très difficile pour Dallas aujourd'hui. Et vraiment grosse pensée à la fanbase des Mavs parce que qu'est-ce que c'est dur ce que vous vivez. Finale NBA la saison passée, on oublie, on passe à la saison suivante et là, boum, février arrive, on a tout le secteur intérieur qui est ravagé par les blessures. Derek Lively est absent depuis le 14 janvier, il reprend à peine l'entraînement individuel. Daniel Gafford sera réévalué dans 2 semaines. On a appris il y a quelques jours la blessure de Olivier Maxence Prosper, fin de saison, chirurgie. Anthony Davis ruled out pour la saison. Et puis, ta principale arme offensive se fait une rupture du ligament croisé antérieur, pas de retour avant la fin 2025, voire 2026. Ça, déjà, c'est très compliqué. En plus, là-dessus, tu rajoutes une petite couche, un petit topping, comme on dit en pâtisserie. Le general manager, il est tensé par les médias, les observateurs et toute la fanbase. Et toute la fanbase, on pourrait même dire toutes les fanbases, vraiment, ton general manager est devenu la risée de la NBA. Donc les temps sont vraiment très durs. J'ai pas grand chose à dire, hein, mais je trouve ça vertigineux pour Dallas de se retrouver là après avoir fait des finales NBA. Il y a aujourd'hui là un objectif tanking chez les Mavericks pour se placer au mieux à la draft 2025. Il y a 2 motifs d'espoir. D'abord, ils ont leur pic. Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien pour eux et bravo à eux d'avoir su le garder. C'est un message pour Phoenix. C'est le seul qu'ils ont gardé parce que tous ceux d'après, par contre, finis. C'est ça. Mais au moins, ils ont celui-là. Donc, peut-être qu'ils avaient vu venir. Je sais pas. Et la dernière fois, du coup, qu'ils ont drafté très haut
Et après une demi-saison ou un tiers de saison de tanking, on se souvient, je crois que c'était avec la blessure de Luka Doncic il y a 2 saisons. Et c'était pour choper Derek Lively. Donc voilà, j'ai que ça à dire sur Dallas parce que franchement, je pense qu'il y a rien d'autre finalement de très parlant, mais c'est terrible, vraiment terrible. Alors moi, j'avoue, là pour le coup, je vais faire un petit coup de gueule. J'en ai marre qu'on revienne encore 150 fois au trade de Luka Doncic par jour. Franchement, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vois encore des mecs sur Twitter, des insiders d'équipes, etc. dire « Oh, je reviens pas, les Mavs ont tradé pour Luka Doncic. » On est au début du mois de mars. Le trade, il va avoir 1 mois et demi. Passez à autre chose. Franchement, j'en peux plus. Moi, je sature. Vraiment, le trade de Luka Doncic, je sature. J'aimerais qu'on parle juste basket. J'en peux plus de voir que le mardi, chez The Athletic, il y a un article qui sort pour dire oui, mais le management des Mavs croyait pas en Luka Doncic, etc. Ça me saoule. Je n'en peux plus. Vraiment, ça me fatigue. Donc, sur ça, je ne m'étendrai pas plus. Moi, le truc. Je te rejoins complètement. Ah, voilà. Bah, merci, Greg. Mais moi, le truc vraiment qui m'attriste, au-delà du fait, moi, c'est pas que le général manager passe pour la risée, parce que ça, je m'en tape un petit peu. C'est vraiment la blessure de Kyrie Irving. Parce que la blessure de Kyrie Irving, on est quand même sur un joueur qui a 33 ans. On est sur un joueur qui est, franchement, moi, je vous le dis, je l'avais dans mon TH20 avant sa blessure. Bon, là, quand tu te fais des ligaments croisés, Jonas Valanciunas, bon, tu vas nous priver quand même d'un truc qui est quand même assez merveilleux à regarder, mais voilà, moi ça m'attriste parce qu'on est sur un joueur qui était en fin de carrière, on est sur un joueur qui aurait pu refuser sa player option cet été pour signer son dernier énorme contrat. Là, il va être absent 1 an et je suis pas sûr qu'on reverra le Kyrie Irving qu'on a vu. Donc moi vraiment ça m'attriste. Et au-delà de Dallas, de toute façon il y a rien à dire sur les stats puisque les mecs sont tout le temps blessés, donc il y a rien à dire sur les stats. Juste il y a une malédiction, comme il y a eu une malédiction sur les Knicks après le trade de Patrick Ewing. Comme voilà, il y a un certain moment où quand tu fais des conneries, il y a un cimetière indien qui se déploie tout autour de toi et du coup il y a que des choses négatives qui arrivent. Donc j'ai juste envie de dire pour le front office de Dallas, c'est un bon gros-chet. Et soutien juste pour la fanbase qui vit une saison qui est très compliquée, que peu de fanbase ont vécu en termes de roller coaster d'émotions. Que rajouter 25 minutes, c'est le temps qu'ont passé ensemble Kyrie Irving et Anthony Davis sur un terrain. Voilà. C'était bien. Et c'était bien. Je propose qu'on reste dans le bleu constant et qu'on parle du Magic. On est encore dans les équipes négatives. Et là, on va parler terrain, parce que là, les mecs jouent en général et sont pas très bons. Je t'en prie, Constant. Est-ce que c'est vraiment du terrain ce que propose le Magic ? Je suis pas sûr. C'est de la maçonnerie, potentiellement, ce que propose le Magic. Mais des fois, je me pose la question. Parce que vraiment, pourtant, Dieu sait que j'aime bien le Magic. J'aime bien cette franchise. J'ai envie de bien l'aimer. Mais là, les faits. C'est la 27e attaque sur la période, alors qu'il y a des tanks de compétition, quand même. Il y a des chars russes. Oh là, c'est pas la bonne période pour dire ça. Mais il y a des tanks de compétition, effectivement. Ils sont 20e en termes de net rating sur la période. Et moi, la stat qui me fait le plus rire, ils sont 30e en spread differences. C'est-à-dire la cote de Vegas pour un match. Donc, si vous êtes favori ou si vous êtes défavori, ils sont 30e. C'est-à-dire que déjà, ne pariez jamais, mais surtout pas sur le Magic. Faut surtout pas faire ça sur la période. Mais enfin, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Magic et surtout sur l'attaque du Magic. Bon, il faut leur donner des circonstances défavorables. Enfin, il faut expliquer pourquoi cette attaque est pas bonne. Parce que c'est un effectif qui est explosé par les blessures. Que ce soit la blessure de Mo Wagner, que ce soit la blessure de Jalen Suggs. Enfin, voilà, c'était des joueurs qui étaient très importants l'an dernier, qui étaient encore plus importants cette année et qui ont connu tous les deux des blessures fin de saison. Et globalement, j'ai plus le minutage exact du trio Jalen Suggs, Paolo Banchero et Franz Wagner, mais les trois ont joué moins de 100 minutes cette saison. On est quand même au début mars. Moins de 100 minutes cette saison. Même les signatures, on en avait parlé, la signature de KCP est une catastrophe. Et je trouve que c'est une équipe quand même, il faut sortir la stat et il faut bien s'en rendre compte. C'est l'équipe qui a beaucoup de tirs ouverts à 3 points. Les tirs ouverts à 3 points du Magic cette saison, ils tirent à 32% sur les tirs à 3 points wide open. Le deuxième, enfin du coup le 29e, mais le deuxième pire,
est à 35. Il y a 2,5 points d'écart, 2,5 points de pourcentage d'écart entre le 30e et le 29e sur les tirs ouverts à 3 points. Enfin, c'est une attaque qui ne marche pas. On va être très honnête, c'est une attaque qui ne marche pas et toute la symbolique de cette attaque qui marche pas se personnifie en la personne justement de Paolo Banchero qui est sur un stretch de match là, sur la période d'évaluation catastrophique. Aïe, aïe, aïe. Catastrophique. Il est à 33% d'usage. Il est dans le 97e centile. Il est 11e à l'EFG. 11e à l'EFG. Et il est... Alors déjà, Paolo Banchero, ce qui était bien avant, c'est qu'il allait au cercle. Parce que ça lui permettait de provoquer des lancers francs, etc., etc. Sur la période d'évaluation, il prend 28% de ses tirs au cercle. Il en prend 46 à mi-distance, dont 18 sur des longues mid. C'est pas Demar DeRozan, hein. Il y a un moment, il faut arrêter un petit peu, monsieur Paolo Banchero. Et je suis allé vous chercher la stat. Sur la période d'évaluation, si vous prenez les joueurs qui ont un usage à plus de 25% et qui jouent plus de 25 minutes par match, il y a 45 joueurs. Paolo Banchero, il est 40e au true shooting, tout simplement. Derrière lui, ou qui fait pire que lui en termes de true shooting, LaMelo Ball, Ja Morant, Jalen Green, Scottie Barnes et Paolo Banchero. Si vous prenez le FG, il est dans le flop 10 aussi, derrière des joueurs comme Kawhi Leonard, Scottie Barnes, De'Aaron Fox, Jordan Poole et Cade Cunningham, des joueurs dont on a parlé. Mais je trouve que cette attaque du Magic, encore une fois, hein, moi je l'avais dit dans je sais plus quel trade deadline, c'est une équipe qui s'est jamais remis du fait de ne pas avoir pu signer Malik Monk et qui n'a plus de guard play avec la blessure de Jalen Suggs, qui a un franchise player qui est inefficace au possible, et pourtant Dieu sait qu'on a défendu Paolo Banchero, mais là cette saison c'est très 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 compliqué, et la stat vraiment qui fait extrêmement mal, c'est que cette saison, juste sur les matchs où les deux ont joué ensemble, le net rating du duo Paolo Banchero, Franz Wagner quand ils sont ensemble sur le parquet, c'est moins 1,36, bon déjà c'est pas fou. Paolo Banchero sans Franz Wagner, moins 16,45 de net rating. Franz Wagner sans Paolo Banchero, 14,13 de net rating. Il y a 30 points de net rating de différence entre les deux. Non, l'attaque du Magic, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle le mini-GOAT. C'était passant, c'était 97 le nombre de minutes passées ensemble à 3 près, mais on est pas, c'est quand même beau. Moins de 100 hein. minutes. On donne le point. Paolo Banchero, Jalen Suggs et Franz Wagner ensemble. Greg, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Magic? Difficile de passer après le mini-GOAT tant, oui, la démonstration est implacable. Hein. C'est une équipe qui, offensivement, et pourtant, j'ai parlé des Raptors. Peut-être pas dans le dernier. Non, je voulais parler des Raptors. On parlera un moment des Raptors. Je regarde des fois un peu les Raptors, parce que j'aime bien Scottie Barnes, on en parlera. Mais c'est au niveau, en termes de bouillie offensive, on est sur les mêmes standards. J'ai l'impression qu'on arrive au bout du projet, pour le coup. En fait, pour moi, on est à la saturation de ce que le projet peut fournir. C'est-à-dire, on l'a vu l'an dernier, quelque chose de défensivement bien assis, bien, disons, sécurisé. D'accord, ok. Encore faut-il que les joueurs soient là. Cette saison, c'est plus compliqué. Par contre, offensivement, il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas de joueurs pour développer ces idées-là. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a vraiment une question qui est majeure pour moi l'été prochain à Orlando. Et je ne vais pas en dire davantage parce que Constant a été exhaustif et très bon. Ça ne sert à rien de paraphraser, surtout sans les stats. Donc, autant que vous réécoutiez ce que Constant a dit, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. De toute façon, il y aura probablement un post-mortem sur le Magic à un moment. Oui, ouais. Mais là, je pense que le Magic est devant des questions terribles, parce que on a parlé de Détroit avant. Détroit, ça commence à aller le projet commence à aller beaucoup plus vite que le Magic. Le Magic l'an dernier, c'est tour de playoff, ok, bon, très bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Le playoff affreux. Oui, non, mais affreux. Ouais, mais en 7. Ils sont pas loin de le gagner en plus ce match. Oui, c'est vrai. Si on compare la courbe de progression de Cleveland et du Magic, ça pique un peu aussi. Ça pique grave. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de questions à se poser pour rester compétitif à l'Est. Et je me demande quel choix tu fais, parce que Banchero, on parle quand même d'un joueur qui est présenté comme un énorme franchise player, qui est présenté lui aussi, tu l'as dit tout à l'heure Ben, pour Cade Cunningham comme un talent générationnel. À quel point on revoit notre jugement dessus, et est-ce qu'il est Cade Cunningham ou est-ce qu'il est DeAndre Ayton, quoi, tu vois? Oula.
Les mots sont lâchés. C'est dur. Non, mais je dis pas que c'est ma réponse. Je dis que c'est la question que doivent se poser le Magic. Parce que c'est la question que se sont pas posés les Suns. Donc, ce serait pas mal quand même qu'ils le fassent, quoi. Je pense qu'ils vont pas se la poser, qu'ils vont sauter le coach et qu'ils vont essayer. Il faut qu'ils ramènent un mec qui le décide. Qui bosse l'attaque. Ouais, et qui lui fait. Ouais. Mais le hic à poser l'attaque, c'est que, et Constant, tu m'y as fait penser pendant ta présentation, mais ils ont qui, en fait, de joueurs qu'on pourrait qualifier de bons offensivement? Ils ont quel joueur est bon, même pas excellent, bon? Tu vois, les deux joueurs les deux qui étaient bons l'an dernier, c'était Jalen Suggs qui mettait dedans à 3 points et c'était Mo Wagner qui avait un super apport au scoring en sortie de bourse. Ces deux-là, ils sont plus là cette année. Donc, Goga Bitadze, c'est pas pire en attaque, hein. Ouais, mais est-ce que tu construis dessus? Ouais, mais c'est surtout, est-ce que tu peux pas construire dessus à partir du moment où il te pose des problématiques structurelles de spacing et que tu peux pas l'aligner avec Paolo Banchero parce que en termes de spacing, juste ça marche pas, donc t'es obligé de réinsérer Wendell Carter. Goga Bitadze était super bon quand Paolo Banchero était blessé. Mais moi, j'adore ce joueur. Mais moi aussi j'aime beaucoup, mais à partir du moment où Paolo Banchero est revenu, ça ne marche pas structurellement parce que t'as pas assez de spacing, donc t'es obligé de remettre Wendell Carter. Donc c'est pas un joueur sur lequel tu peux compter parce que structurellement il ne matche pas avec ton meilleur joueur. Et c'est un peu une problématique moi que j'avais du côté des Pels, surtout l'an dernier quand on parlait de Zion, c'est que moi je trouve ça assez problématique quand ton joueur te pose des problématiques structurelles sur le poste le plus proche, j'ai envie de dire, en termes de skill set. C'est-à-dire que moi, ça me pose problème quand tu peux pas insérer certains postes 5 quand ton meilleur joueur est un poste 4. Tu peux pas avoir un rim runner, tu peux pas avoir un poseur d'écran. T'es obligé d'avoir un mec qui stretch. Enfin, moi, c'est ma principale problématique avec Paolo Banchero. C'est que, comme Zion, j'ai l'impression, au poste 5, il te pose une problématique structurelle. Et c'est embêtant pour un joueur qui est franchise player ou qui est vendu comme un prospect générationnel. Et Franz Wagner dans cette histoire? Il est bon. On va pas se mentir, il est bon. Offensivement, ça progresse toujours. Sa capacité à provoquer des lancers est appréciable. Même sur le volume à 3 points, il a perdu globalement en efficacité, mais c'est un joueur complet. Mais c'est pas suffisant pour porter une attaque, pour construire une équipe ou pour compenser la perte de niveau qu'a pu avoir Paolo Banchero cette année par rapport à l'an dernier. Par contre, c'est une super option complémentaire, quoi. Mais le truc, c'est que... Ouais. Ce qui m'a fait marrer, c'est que du coup, pendant qu'on avait ce déballage, j'ai vite fait regarder leur page cleaning de glace et en termes d'efficacité au tir, il y a les deux seuls joueurs qui sont au-dessus de la moyenne de l'efficacité sont au-dessus du 50e centile. C'est donc Wagner et Goga Bitadze. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'étais trop optimiste en disant 50 parce qu'il y en a que 2 au-dessus du 40e centile. C'est-à-dire que tout le reste de l'effectif se situe parmi les 40 centiles ou moins. Donc c'est un peu catastrophique. Et effectivement, il y a un problème de structure en attaque. Et on avait eu ce débat il y a très 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 longtemps chez Dunkebdo pour ceux qui nous écoutent depuis les premiers épisodes. Structurellement, j'ai toujours trouvé personnellement que ces équipes-là, offensivement, posent trop de problèmes. Et j'ai cru à un moment que tu pouvais, ce 5 dans lequel tu déresponsabilisais le meneur de jeu et tu avais peut-être plus des ailiers qui étaient surresponsabilisés. Quand ces ailiers-là, notamment Banchero, diffusent pas assez sur le reste de l'effectif, c'est trop compliqué. Voilà, tout simplement. Parce que si Banchero est un excellent passeur, tu peux te dire que entre Wagner et Banchero, tu peux créer un truc avec 2 mecs qui peuvent diffuser, connecter le reste de l'effectif, mais de 1, t'as pas assez de bons attaquants pour faire ça, et de 2, ils sont loin d'être à ce niveau-là. Continuons dans Parlons d'équipe qui déresponsabilise ses meneurs. Continuons dans le... c'est toujours un peu stressant. Je vais parler des Suns en tant qu'équipe. Vous en êtes pas douté, auditeurs, auditrices. On n'a pas du tout envoyé 4 milliards d'indices qu'on allait parler des Suns dans cet épisode. C'est toujours un peu déstabilisant de parler d'une des équipes d'un des membres du podcast, que bien évidemment, que ça soit OKC avec Constant, Memphis avec Tom, Chicago avec Adrien, Philadelphie avec Matt. Voilà, vous regardez beaucoup votre équipe. Donc c'est toujours un petit peu un moment déstabilisant. Moi, je trouve que les 2 derniers matchs qu'on a vécu, les gars, c'est quand même une représentation assez parfaite de ce que
ce que sont les Suns. Il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que dans les deux matchs, du coup, respectivement contre les Clippers et contre les Nuggets, vous avez dû en entendre parler, le fameux 30-20-20 de Jokic, du coup, il y a à peu près tout, déjà. Alors, il y a de 1, l'incapacité de cette équipe à avoir des gains à la marge. On parlait des Rockets dans le dernier 4 quarts en termes de gains à la marge. Alors, on a un espèce de contraire parfait avec les Suns, c'est-à-dire que ils créent pas de turnover, c'est ma stat pour eux, 10,8. C'est 10,8. Ils créent aucun turnover, c'est le turnover percentage des Suns sur la période. Ils sont bien évidemment derniers, c'est un chiffre totalement anémique. Ils créent très peu de transitions. Ils sont pas très bons au rebond, c'est-à-dire qu'en fait tous ces gains à la marge qui permettent à Houston de, voilà, malgré une attaque qui vacille parfois, d'empiler les points, ils ne font rien, les Suns. Et puis, alors, ils se prennent mixtape sur mistake. Ils se sont pris 44 points d'Anthony Edwards. Ils se prennent le 30-20-20 de Jokic. Le match d'avant. Points de chez. Ils prennent 50 points de chez. Zubac leur en met 35 le soir d'avant. Alors, oui, il y a les moments d'espoir. C'est-à-dire que dans les deux matchs, ils subissent beaucoup et ils font des runs. Mais je trouve que cette équipe a une incapacité totale à jouer bien au basket pendant 4 quarts temps, et surtout, en termes d'efforts défensifs, je sais que tu as une stat sur ça, Constant, je te laisserai enchaîner. C'est incroyable. C'est absolument catastrophique. Et le pire, c'est que je me suis dit, mais en regardant un match des Suns puis 2, je me fais, mais ils jouent quand même beaucoup, KD et Booker. Et en plus, ils sont dans le top 5 en termes de minutes jouées, KD et Booker. Premier et deuxième. Premier et deuxième. C'est-à-dire qu'en plus, tes mecs qui sont, mine de rien, top DH20, hein, les deux joueurs, sans contexte DH20 l'année dernière, je veux dire, des mecs installés dans le DH20, jouent. Incompréhensible. Enfin, cette équipe, c'est de l'art. Greg, grand soutien avec toi. Je te laisse, Constant, et puis Greg, je te laisserai parler en tant que fier représentant du podcast Valeo. Je vais juste en glisser une, mais tu parlais des gains à la marge. Un des premiers articles que j'avais écrit cette saison à propos des Suns, parce que j'écris de temps en temps des petits billets, s'appelle justement Managing the Margins. Du coup, tu vois, les gains à la marge, c'est le problème depuis le début de la saison. Constant, je t'en supplie, achève-les. Non, mais les Suns, c'est quand même, c'est très compliqué. On va être très honnête, les Suns, c'est très compliqué. Parce que 29e défense sur la période d'évaluation. 29e défense. 29. C'est la seule qui fait pire, c'est Philadelphie. Philadelphie, on n'a pas eu la place. Il y avait trop d'équipes négatives à mentionner. Bah alors bon, je vous invite à écouter le podcast 76, mais il y aurait des trucs à dire aussi sur la saison de Philadelphie, parce que alors là, bon, c'est très compliqué. Non mais moi, il y a un truc quand même, au-delà des pertes de balles sur lequel il y a des blessures à Philadelphie. Oui. Ouais, enfin, il y a des blessures à Philadelphie. Il n'y a pas de blessures à Philadelphie. Les Suns sont 30e en défense. Hein. Ouais, c'est pas faux. Mais il n'y a pas que des blessures à Philadelphie. On va être très honnête. Hein. Le niveau de Paul George, bon. Compliqué. Non mais au-delà de la stat que tu as utilisé, Ben, sur les turnover pourcentage, qui est quand même assez catastrophique, moi il y a un truc qui me fait beaucoup rire quand même, et j'appellerais ça le où est Charlie. C'est-à-dire, dans une possession défensive, où sont les joueurs des Suns? Parce que il faut quand même un truc qui est extrêmement fort, ces joueurs des Suns, c'est que ils sont 26e en efficacité adverse au cercle, c'est-à-dire qu'ils sont dans le flop 5, c'est l'une des pires défenses du cercle, et ils sont 25e, ils sont dans le flop 5 en termes d'efficacité à 3 points adverse aussi, c'est-à-dire que les Suns, c'est la 5e équipe qui laisse le plus de 3 points wide open sur la période d'évaluation. Donc, ils défendent où, les gars? Ils sont où sur les possessions défensives? Bah, ils défendent le mi-distance. Voilà, ils défendent le mi-distance. Je sais pas, ils doivent se dire, bah, on a que des joueurs qui tentent des mi-distances, donc du coup, les équipes d'en face, elles vont aussi tenter que des mi-distances. Oh, la défense des Suns. Ah, j'ai une autre stat. De toute façon, il y a trop de stats sur les Suns. Le 3e quart-temps des Suns, ils sont à moins 13.7 de net rating sur la période d'évaluation. Ils sont 29e. Qui est dernier? Orlando. Ils sont à moins 14. Et si vous prenez la deuxième mi-temps, ils sont 27e à moins 7.7 de net rating derrière Miami, Brooklyn et Orlando. Enfin, oh là là, défensivement, c'est compliqué. Et en plus, je trouve que, et je pense que Ben, Greg, tu vas me rejoindre sur ça, même les points positifs du début de saison ont disparu. C'est-à-dire qu'en début de saison, tu avais un bon Tyus Jones qui est même quasiment complètement sorti de la rotation et qui même
quand il est remplaçant, n'est quasiment pas utilisé. En fait, les seuls moments où il est vraiment utilisé, c'est quand Bradley Beal est blessé et qu'il se retrouve titulaire. Les Ryan Dunn, Ozui Kodaro qui est complètement sorti de la rotation, Grayson Allen. Enfin, maintenant, je ne suis pas allé calculer le pourcentage de points marqués par les Suns que représente juste le trio KD, Booker, Bradley Beal. Et je sais qu'en dehors de ce trio, t'as pas un joueur qui a un plus de 10 points de moyenne sur la période d'évaluation. Et le pire, peut-être le pire du pire pour ces Suns, c'est que ils ont un bilan de 8-14 sur la période d'évaluation. Donc ils sont dans le flop 10 en termes de pourcentage de victoire-défaite, tout en étant la 5e équipe qui tire le mieux à 3 points sur la période d'évaluation. C'est-à-dire que c'est une équipe qui tire bien à 3 points, mais qui gagne pas de match parce que soit elle défend pas, soit tout simplement elle en tire pas assez des 3 points. Et je conclurai juste en disant que je sais plus dans quel épisode t'en avais parlé, Greg, de Valley Hoop, où t'avais dit que tu sentais que Bud, contrairement à Frank Vogel, avait encore une main mise sur le vestiaire. C'était pas complètement le cirque. J'ai l'impression qu'il l'a perdu, le vestiaire. Ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il a perdu un homme. J'ai l'impression qu'il a perdu Kevin Durant. Et je pense vraiment que KD, et c'est là toute ma problématique avec KD, c'est qu'il est à 66% de true shooting sur la période d'évaluation. Enfin, il a une efficacité incroyable. Par contre, il est que à 25% d'usage. Et là, quand tu vois KD qui est que à 25% d'usage, moi honnêtement, hein, sur les matchs que j'ai pu regarder post-trade deadline et post-retour de break des Suns, j'ai l'impression que KD il est en mode je vais finir ma saison du côté de Phoenix. En fait, il se sait déjà trader. Il se sait déjà trader à l'été et j'ai l'impression que quelque part, déjà on a vu quelques vidéos où ça s'engueule quand même, où ça a des échanges assez de haute volée, on va dire, avec Mike Budenholzer. J'ai l'impression que KD, malgré son efficacité qui est toujours démente quelque part, il a un peu lâché le bateau, là où je trouve que Booker essaye encore, peut-être même un peu trop, visiblement, au goût de Mike Budenholzer, de tenir la barque. Tu veux faire une transition, Ben? Je réfléchissais juste que ce que je trouve fou, c'est qu'on parle de Budenholzer qui a 2 joueurs dans le top 5 en termes de minutes jouées sur la saison. Budenholzer. Of all people. Non, mais que dire sur les Suns? Que dire sur les Suns? Je pense que c'est une équipe qui après la trade deadline, a abandonné. Je pense que la saison des Suns, elle est abandonnée aujourd'hui. Le problème, c'est que les Suns n'ont pas leur pic, donc ils peuvent pas totalement abandonner. Mais je crois que l'esprit de compétition n'est plus dans le vestiaire. Je pense que Tyus Jones n'a plus l'esprit de compétition. Je pense que Grayson Allen a bien compris qu'il allait nulle part et qu'il allait finir sa saison à Phoenix et que l'équipe ne jouerait rien d'intéressant. Je pense que Nick Richards fait peut-être des efforts pour s'adapter au jeu et au playmaking de Devin Booker. Effectivement, pour la saison prochaine, ce sera intéressant qu'ils aient développé une relation. Donc, on est déjà presque sur un camp d'été en pleine saison. Je pense que Kevin Durant a quitté le bateau à la minute où il a su que le front office voulait le trader et que finalement non, et que finalement si, mais finalement non, mais on va quand même te demander ton avis. Et en fait, finalement, on va pas le faire parce qu'en vrai, on va te garder, parce qu'on va te trader cet été. Enfin, bref. Voilà, moi je pense que c'est terminé pour ces Phoenix Suns cette saison. Je pense que dans leur tête c'est terminé. Moi dans ma tête ça fait un petit bail maintenant que c'est terminé. J'avais pas trop cru. Je me méfiais en tout cas des victoires clutch de début de saison. Petit à petit on a vu des différences tactiques arriver sur le terrain. On a vu un appauvrissement du jeu en termes la richesse des systèmes proposés, parce que Budenholzer on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même quelqu'un qui construit du jeu, qui construit des principes, qui instille des principes dans l'identité de l'équipe. Plus ça va, moins il y en a. On va pas se mentir. Il y a un abandon des rookies aussi qui est terrible. Alors, je pense que Ryan Dunn prend un rookie wall phénoménal dans la face parce qu'il perd énormément d'agressivité. Il perd aussi son shoot. Souvent, ses shoots sont courts. Donc, à mon avis, il est vraiment crevé de chez crevé. Et en plus, il est moins respecté par les défenses qu'en début de saison. Donc, forcément, en fait, il se passe pour lui la même chose que ce qui se passe pour Dante Exum quand il joue contre les Lakers. C'est-à-dire, le volume, c'est cool, mais ça fait pas l'efficacité. Ozui Godaro joue avec la G-League. Donc, ça, c'est cool. Hein. On parle quand même d'un joueur qui a été drafté tard. Qui est pique en second tour tardivement en plus je crois, donc c'est bien qu'il continue de se développer là-bas. On n'est pas non plus sur le prospect de l'année,
Mais voilà, l'équipe a complètement abandonné. Moi, je peux pas vraiment commenter au-delà de ce que je dis là. C'est une équipe qui est fun à regarder si Stan Van Gundy est au commentaire. Parce que là, pour le coup, ça a été une masterclass. Si vous voulez une masterclass de commentaires à propos des Suns, si vous voulez vraiment tout savoir de ce qu'il faut savoir sur les Suns cette saison, ou en tout cas sur l'échantillon dont on parle aujourd'hui, les 20 derniers matchs, ben vous allez écouter les commentaires de Stan Van Gundy dans le match Clippers-Suns. Vous verrez, il traite la défense des Suns de pathétique en antenne nationale. Et il a bien raison de le faire. Parce que Dunk Hebdo, c'est pas l'antenne nationale des États-Unis. Mais les Suns sont effectivement pathétiques et il n'y a pas que la défense. Voilà. Non, mais... voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur les Suns, très honnêtement. Mais le pire, enfin, bon, effectivement. Le pire après 10 minutes. Le pire. mais, tu vois, il y a quand même un truc, c'est que les Suns, bon, vous regardez le match face à Denver. Bon, déjà, pas merci, hein, parce que vous avez rendu une conversation MVP un peu embêtante. Mais bon, ça, c'est bon, pas merci. Désolé. C'est encore KD qui fait chier au KC, hein, on va être très honnête. Jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Mais de toute façon, jusqu'à sa retraite, il faudra qu'il donne des cadeaux aux équipes adverses et qu'il embête au KC. Ça, c'est toujours. Il arrive. Non. Enfin, moi, j'aimerais bien, mais t'as 90% des fans qui vont te dire non. Mais tu vois, le tir de KD face aux Nuggets. Super tir, super passe de décalage de Devin Booker. Tu te dis, t'as quand même le momentum. Bon, t'avais un lead dans le 4e quart qui s'évapore, mais t'as quand même le momentum pour te dire, bah, on arrache l'overtime alors que c'était pas prévu. Normalement, ces équipes qui arrivent à arracher l'overtime, au moins, elles font acte de présence. Les Suns ont pris 23 points en 5 minutes. Ils se sont fait ouvrir. 23 points en 5 minutes. Et il y a quelques lancers francs à la fin pour faire genre, mais il y a un moment, allez la voir, c'est la 22e passe décisive de Nikola Jokic. Là aussi, c'est où est Charlie? C'est le jeu de transition des Suns, c'est-à-dire que t'as un rebond défensif de Jokic, t'as personne qui vient mettre de pression sur Jokic, mais t'as personne qui fait le repli défensif. En gros, ils sont entre les deux arcs de cercle, ils sont entre les deux têtes de raquette, ils sont dans la zone où ça sert à rien. Et du coup, ça donne un lay-up grand ouvert à Christian Brown parce que Jokic fait une super passe. Enfin, je trouve vraiment que ces Suns, ils arrivent à arracher l'overtime pour se prendre 23 points en 5 minutes. C'est terrible. Il y a pas plus beau résumé de leur saison que vraiment cette overtime face aux Nuggets. Je pense, sans trop m'avancer, qu'il y aura sans doute un post-mortem sur les Suns parce que c'est une équipe. Faut aller en play-off pour faire un post-mortem. Ah oui, c'est vrai. Et au moins en play-in. Ouais. Il y aura donc pas de post-mortem sur les Suns. Merci, bonsoir. On se retrouve en septembre pour classer Devin Booker 18e du DH20. Au mois de juin pour le trade de Kevin Durant. Oui, c'est vrai. Aussi, c'est vrai. Mais oui, j'allais terminer là-dessus, Constant, mais là, il se passe rien dans la prolongation. C'est incroyable. C'est incroyable. Rien. Il se passe rien. Il y a seul joueur qui marque des points côté Suns. Un seul. Ouais, mais Suns public. Et quand même, non mais ça, les Suns, il y a trop de plaisir. Je veux pas que ça devienne un pugilat, mais ça fait 3 semaines que tout le monde envoie des double teams sur Nikola Jokic. Les Suns, ils ont Bol, Mason Plumlee, Nick Richards en rotation intérieure. Ils font single coverage. Ah non, single coverage sur Nikola Jokic, on a le matos pour le stopper. Et vraiment, t'as l'overtime et t'as l'extrait audio de Michael Malone qui dit on n'a pas perdu, on va juste jouer 5 minutes de plus. À quel point tu fais pas peur quand les mecs te disent ça. Enfin, vraiment, soutien à toi, Greg, soutien à tous les fans des Suns, parce que la saison est dure. La saison est terrible, hein, la saison est terrible à vivre. Terrible. Oui. En 20 ans, ça fait 20 ans que je suis les Suns. Ouais, En 20 ans, je n'ai pas vécu une saison comme ça. Parce que, comme dit Tom, la valeur de l'espoir, elle est terrible. Et là, en début de saison, tu te dis, ok, cool, etc., machin, on a un effectif, Bradley Beal, la continuité. Bon, tu peux te faire des films qui valent ce qu'ils valent, mais tu peux te faire des films. Tu te dis, un tour de playoff, voilà, bon, c'est pas mauvais. Après, on dégage qui on doit dégager. Là, la valeur de l'espoir, elle est terrible. C'est une chute qui est vertigineuse. C'est les falaises d'Etretat à côté, c'est rien du tout. Et puis surtout, il y a un an, jour pour jour, les Suns sont en train de remonter toute la conférence Ouest avec un Bradley Beal qui retrouve un niveau et où on se dit, alors peut-être, la dynamique en N+1, enfin en A+1 ou en N+1, du coup ça marche aussi, est vraiment assez catastrophique. Moi, je pense, du coup, je sais pas pourquoi je repense à lui, mais
petite pensée à Mike Budenholzer qui vraisemblablement aurait peut-être refusé les Lakers l'été dernier quand même, hein, parce que il y avait les Lakers ou les Suns et aurait fait le choix d'aller du côté des Suns, qui s'avère être pas un choix de ouf. Et du coup, ça continue la malédiction de Budenholzer qui aura jamais un porteur de balle ultime. Parce qu'il est passé à quelques semaines d'avoir Damian Lillard et il est passé à quelques semaines d'avoir Luka Doncic. Ah, voilà, c'est bref. Il n'est pas allé aux Lakers parce que c'est un fan des Suns historique. C'est un mec de l'Arizona, c'est un mec de Phoenix. Du coup, il est allé là-bas parce qu'après le décès de son frère, il voulait se rapprocher de sa famille, pardon. Là, il va se faire virer comme un malpropre cet été, alors que c'est peut-être pas le premier des responsables. Je pense pas. Terrible. Ah, attention, hein, parce que la folie destructrice ou la folie mégalomane de Matisse Thybulle peut aller très très loin cet été. Hein. Parce que je pense que James Jones, à mon avis, lui aussi va pouvoir commencer à regarder les petites annonces. Parce que lui, pour le coup, il est pour rien du tout. France Travail, effectivement. Mais là, effectivement, ouais, c'est compliqué. Mais de toute façon, là aussi, c'est dommage, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de post-mortem sur les Suns, ou qu'il n'y aura probablement pas de post-mortem sur les Suns, parce que quand je vois ce que je peux lire à droite ou à gauche, enfin du coup ça marche pas de dire quand je vois ce que je peux lire, mais ce que je peux lire sur les Suns disant que Devin Booker est intouchable et que à l'été prochain tu es sûr à 100% que tu vas trader KD, que tu vas faire un retooling autour de Booker, j'avoue que je suis assez sceptique sur le futur. Eh bien, rendez-vous l'été prochain avec, on espère, un Greg qui sera un peu plus joyeux. Il sera plus joyeux forcément parce que les Suns ne joueront plus. Donc déjà, ça sera un premier point positif. Absolument, les plaisirs simples. Eh bien, on va enchaîner avec les joueurs positifs. Un peu de positif après une séquence. Je pense que de tous les 4 quarts, ça a été la séquence équipe négative la plus, je vais dire, chargée en émotions. Parce que là, on a passé 30 minutes, les gars, vraiment très très fortes. Allons du côté de Houston. On va commencer avec toi, Constant. Tu veux nous parler de Amen Thompson. Ouais, je voulais parler d'Amen Thompson parce que c'est pas la révélation de cette période d'évaluation, mais je trouve que là aussi, si tu dois faire un peu un paysage de ce qui s'est passé, ou si tu dois prendre une photo de ce qui s'est passé depuis 6 semaines en NBA, t'es obligé d'avoir Amen Thompson sur la photo. Moi, je trouve en tout cas. Tu parlais effectivement des joueurs qui jouaient le plus de minutes sur la période d'évaluation. Donc en premier et en deuxième, il y a David Booker et Kevin Durant. On va pas refaire ce qu'on a fait il y a 10 minutes. En cinquième, il y a Amen Thompson. Quasiment 38 minutes de jeu pour Amen Thompson. En dehors de KD et Booker, il y a Josh Hart et Kelly Oubre. Kelly Oubre qui joue plus que lui sur la période. Moi, ce que je voudrais dire très rapidement sur Amen Thompson, au-delà de la polyvalence défensive qui est absolument dingue, qui est tout aussi bonne que son frère, moi, ce que je trouve vraiment très intéressant, et j'en avais parlé quand on avait évoqué le cas des Rockets dans je sais plus quel épisode, c'est définitivement l'épisode où je perds de quel épisode on parle pour quel sujet. Moi, j'étais un petit peu déçu du playmaking. Je disais, j'étais pas satisfait de ce que je voyais au playmaking d'Amen Thompson, je trouvais qu'il n'était pas vraiment exploité. Et la stat que j'ai concernant Amen Thompson, c'est 1.12, c'est son ratio assist per usage sur la période d'évaluation. Avant la période d'évaluation, sur les 38 matchs qu'il a joué, il était à 0.65. Donc on est on n'est pas sur 1 x 2, on est sur une augmentation de 40 points de pourcentage. Donc je trouve vraiment que l'absence de Fred VanVleet lui a débloqué des choses dans le playmaking et c'est ça que je trouve très intéressant. Je pense que il a perdu un tout petit peu en efficacité parce que son usage a augmenté, parce que y a moins de spacing. On va dire que là où l'absence de Fred VanVleet l'a aidé pour la création pour les autres, ça l'a peut-être défavorisé pour son efficacité à lui. Mais voilà, je trouve que Amen Thompson, on a cette question du côté des Rockets de savoir quel est un petit peu le franchise player ou quel est un petit peu le porte-étendard de cette équipe des Rockets, qui est vraiment le meilleur joueur. Est-ce que c'est Jalen Green? Est-ce que c'est Alperen Sengun? Est-ce que c'est Amen Thompson? Et je trouve que par la force des choses, Amen Thompson est petit à petit en train de s'imposer comme étant au moins la deuxième meilleure pièce de ces Rockets, ou en tout cas la deuxième pièce avec le plus de valeur dans cette équipe des Rockets parmi les jeunes joueurs des Rockets. Et ce que je trouve intéressant malgré tout, c'est que tu as augmenté ton volume et ton efficacité bouge pas trop. Bon, c'était 94e centile en PSA, en point par tir, avant le stretch là sur les 20 matchs qu'on a parlé. T'es 65e, bon, tu perds un petit peu, mais tu restes quand même très bien classé. Si tu ajoutes à ça l'augmentation du playmaking plus la défense élite, t'es sur un joueur hyper complet. Et voilà, moi je trouve que dans cette équipe de Houston, il est vraiment devenu un maillon essentiel. Moi j'adore. Hein. J'adore Amen Thompson, j'adore aussi Ozar Thompson, on a mentionné son nom tout à l'heure, mais j'adore Amen Thompson. Et je trouve, comme tu le dis, que le combo
playmaking défensif, playmaking offensif est assez terrible. Parce que tu peux avoir du playmaking défensif de très haut niveau, mais ensuite, c'est pas toi qui t'occupes de l'attaque. Mais lui, il est capable de faire les deux. C'est-à-dire, c'est un mec qui est capable de générer, avec du playmaking défensif, une nouvelle possession pour son équipe et de s'occuper de cette possession-là, d'être le dépositaire du jeu pour Houston. Et ça, je trouve ça chouette. Alors, il n'y a toujours pas de shoot, etc., machin, ok, très bien. Mais franchement, je pense qu'il peut faire un début de carrière sans développer trop son shoot. Il faudra quand même le travailler parce qu'on est en 2025 et on va rapidement être en 2030 même. Mais voilà, ça va être... moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool à voir. Je trouve que c'est un joueur qui a aussi peut-être compris ce que Ime Udoka voulait du côté des Rockets. Ce qui n'est pas toujours facile à comprendre parce que Ime Udoka, il met des joueurs dans des circonstances une saison et puis après ça change 3 mois après, puis ça rechange, etc. Big up Alperen Sengun pour ne pas avoir les mêmes missions tous les 3 mois. Mais voilà, Amen Thompson, il a bien compris sa mission là en l'absence de Fred VanVleet. J'ai l'impression qu'il a mordu l'opportunité autant qu'il pouvait. Moi, j'aime beaucoup le volume de jeu qu'il a sur le terrain. Et encore une fois, franchement, playmaking défensif élite plus playmaking offensif en constante progression est déjà très, très positif. Il n'y en a pas beaucoup, finalement, des joueurs en NBA qui peuvent se targuer de ça. Tu parlais des jeunes joueurs des Rockets, c'est peut-être celui qui a le plancher de projection le moins bas, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, au pire, vous l'avez dit, quoi, ça, t'as un excellentissime défenseur, un playmaker, un joueur qui est capable d'amener des flashs en playmaking offensif. Là où, c'est un peu la question qu'on se pose avec les Rockets, c'est que la variation pour les autres joueurs est parfois un peu violente de semaine en semaine, quoi. C'est là où est ma transition. En parlant de variation, du coup, en parlant d'un jeu, ou en tout cas de vague, je vais enchaîner avec Tyrese Haliburton. Alors, ma stat, j'aurais pu en choisir un paquet, en fait, parce que Haliburton, et là, j'ai 2 fans d'Haliburton avec moi. Donc, le break est fini. Le break est fini. C'est bon, je suis remis avec lui. Je l'avais en joueur négatif dans le premier 4 quarts. J'étais en break. C'est fini. Je l'ai jamais quitté. Jamais quitté. Je sais que dans les couples qui durent depuis longtemps, parfois, il y a des baisses. Mais qu'après on se retrouve et ça va mieux. Moi j'ai pas ce courage. Je fais des breaks et je reviens quand ça va mieux. Eh bien, Tyrese Haliburton, comme je l'ai dit, parmi toutes les stats que j'aurais pu choisir, j'en ai choisi une, c'est 52% de réussite sur les 3 points qui sont pas dans le corner, c'est-à-dire qu'il est centième sentier. Voilà. Alors, on aurait pu choisir le pull-up où il met près de 49% de ses tirs. Enfin bref, il y a un paquet de trucs à choisir. Et justement, c'était face aux Rockets où j'ai vu, en particulier, pas seulement, mais en particulier Tyrese Haliburton, et c'est le bon Tyrese Haliburton qu'on retrouve. C'est-à-dire que c'est le Tyrese Haliburton, quand il voit qu'il est ouvert, il prend le tir à 3 points, parce que je suis ouvert, en fait, donc je tire à 3 points. C'est quand il voit qu'au niveau de la couverture défensive, et on lui laisse une ouverture pour aller au cercle, c'est le joueur qui va au cercle, même si ça sera jamais un attaque, ce sera jamais il va jamais martyriser le cercle, il va jamais driver de manière constante, mais au moins, il prend les opportunités que lui laisse l'attaque. Et puis c'est aussi un joueur qui, je trouve, a une confiance, et moi alors vous êtes fan d'Haliburton, vous le saurez mieux que moi, je trouve que c'est un joueur qui est tout le temps influencé par ses débuts de match. C'est-à-dire que quand dans les débuts de match, Tyrese Haliburton, ça rentre, les passes, ça passe, il a quelques ouvertures dans le cercle, et tout de suite, et le match contre les Rockets, c'est une belle illustration de ça. Et tout de suite, c'est un autre joueur, en fait. Alors, il y a toujours des trucs bizarres, c'est-à-dire qu'il y a un match à 0 points dans la séquence contre Portland, il prend 3 tirs en 20 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Toumani Camara, voilà, exactement. Toumani Camara. Mais Toumani Camara fait ça à tout le monde, donc en fait, c'est pas représentatif. C'est juste particulièrement violent sur Tyrese Haliburton, parce que 0 points, c'est chaud de ouf. Et 3 tirs, mais autrement, c'est un Tyrese Haliburton retrouvé. Et ça coïncide, l'œuf et la poule, avec des Pacers qui sont... Alors, c'est la meilleure attaque depuis le 1er janvier, mais je sais pas si c'est la meilleure attaque sur la séquence. J'aurais dû vérifier cette stat, mais ils doivent pas être bien loin. Du coup, ils doivent être 1 ou 2, quoi, de toute façon. Et voilà, félicitations à Tyrese Haliburton. Juste une chose. Parce que il m'en a fait 3 contre les Rockets. Les fausses passes aveugles, arrête. Ah, mais ça, c'est sa spécialité. Parce que, honnêtement, il en fait souvent. Mais alors, face aux Rockets, il y en a une où il trouve Siakam sur un cut et il fait un espèce de 360 roulés. C'est n'importe quoi. C'est les pires no-look pass de l'histoire. Parce que d'habitude, il en fait tout le temps. Mais alors là, il en fait une où il bouge la tête. Je sais pas ce qu'il fait. T'as pas besoin de faire ça quand tu es en mode récital comme ça. Voilà. C'était juste le petit point négatif, mais autrement, très, très fort, Tyrese Haliburton. Constant. Parle-nous de ton amour retrouvé
pour Tyrese Haliburton. Mais avant ça, la VAR intervient. Les Pacers ne sont que la 4e attaque depuis le passage à l'année 2025. Selon Cleaning the Glass, pas selon NBA.com, mais selon Cleaning the Glass. Il y a Cleveland, OKC et Denver qui sont devant. Plutôt bonne compagnie, quoi. Ouais, OKC qui est 2e attaque, 1re défense. Bref. Non, mais Tyrese Haliburton, il y a quand même une stat. Bon, tu savais que j'allais probablement la sortir, donc tu ne l'as pas sortie. Ça, c'est vraiment le collectif. C'est pour ça que tu es le LeBron James de ce podcast, Ben. L'EFG. Je vous ai parlé de l'EFG souvent, je vous en parle souvent dans les podcasts, c'est le pourcentage au tir où on valorise un peu plus le tir à 3 points. Sur les pull-ups, Tyrese Haliburton, sur la période d'évaluation, il est à 64,9 de EFG. Le deuxième, c'est Ty Jerome, il est à 56,3. Il y a 8,6 points de pourcentage d'écart entre le premier et le deuxième à l'EFG. Sur les pull-ups, parmi les joueurs qui ont tenté plus de 100 tirs en pull-up sur la période d'évaluation. Donc on est, je crois, sur les 50 joueurs qui ont tenté plus de tirs en pull-up. Là, Tyrese Haliburton, il est à 49 sur 101 sur les pull-ups à 3 points. Il est à 48,5%. Si vous prenez, il est à 25% d'usage. Il est 100e centile au PSA, donc le point par shot attempt, 137,3. Le deuxième sur la période d'évaluation sur les combos, c'est Derrick White, il est à 132. Il est 96e centile sur le ratio assist per usage. Donc quand t'es le meilleur littéralement en termes d'efficacité à ton poste et que t'es dans l'élite de l'élite en termes de création pour les autres, ça devient très difficile d'être autre chose qu'un incroyable moteur offensif. Il parvient à faire ça tout en ayant un match à 0 points, effectivement, sur la période d'évaluation. Donc non, Tyrese Haliburton retrouvé, même si je serais peut-être un peu moins dithyrambique que toi, Ben, sur la capacité à aller au cercle. Je trouve qu'il va encore pas suffisamment. Ouais, il va jamais. Ouais, il y va jamais, mais il y va un peu plus, on va dire, qu'en début de saison, mais un peu moins que les précédentes années. C'est ma principale problématique avec Tyrese Haliburton, sauf que il tente que 18% de ses tirs au cercle, mais comme il les convertit à 77% sur la période d'évaluation, t'as envie de te dire, continue d'y aller, mon gars, ou en tout cas, continue d'avoir ce régime de tir, puisque ça a l'air de très bien fonctionner pour toi. Donc, effectivement, Tyrese Haliburton, moi, la seule mini problématique que je vais avoir chez lui, c'est que le volume, en tout cas, l'usage, moi, ce sera toujours mon petit hic, je pense, envers Tyrese Haliburton, c'est que tu es dans une équipe d'Indiana qui répartit quand même assez équitablement, j'ai envie de dire, ses shot charts, son usage, mais que du coup, le fait de n'avoir que 25% d'usage sur la saison, c'est plus ou moins son usage, c'est en baisse par rapport à l'an dernier, de facto, me freine un petit peu. Mais tu vois, le cercle, et Greg, tu peux réagir là-dessus, le cercle comme l'usage, est-ce qu'il ne faut pas baisser les armes et admettre que c'est le joueur que sera Tyrese Haliburton? Oui, tout à fait. Ouais. Mais du coup, de facto, ça crée une barrière pour moi bien vis-à-vis d'Haliburton. Ouais, je comprends cette barrière, mais je pense que c'est une volonté de ne pas faire de lui un joueur, du coup, de ne pas le transformer en héliocentrique pur. Je pense que c'est une volonté chez Carlisle de développer le playmaking général dans l'équipe et d'essayer de développer du jeu pour tout le monde. Et c'est pas facile à faire, c'est un pari qui est risqué, surtout quand tu as Tyrese Haliburton qui signe les 6 derniers matchs, je crois, à plus de 12,5 passes de moyenne. Il n'y a pas un match où il est en dessous des 10. Il y a un seul match où il fait plus de 1 turnover. Il en fait seulement 2, c'est le dernier en date. Donc oui, là, moi, je retrouve le Tyrese Haliburton qui avait fait des Pacers ma darling l'an dernier, ce que la Melo Ball n'a pas réussi à faire avec Charlotte, qui devait être ma darling cette année. Pour rappel, rappelez-vous. Rappelez-vous. Oui, ils ont failli faire le doublé négatif, passons. Ouais, exactement. Mais non, très heureux de retrouver Tyrese Haliburton comme ça. Je me demande à quel point le retour de Aaron Nesmith lui fait du bien aussi, parce que c'est des joueurs qui se connaissent bien. C'est des joueurs qui ont une vraie relation à la passe quand Tyrese Haliburton trouve Nesmith dans les corners. Voilà, je pense que c'est de très bonnes augures pour les Pacers. Je crois que c'est moi qui les avais le plus haut, d'ailleurs, dans le Power Ranking. Oui, c'est toi. Il me semble. On les savait tous derniers. Ouais, je crois. Et, non, moi, j'avais les Rockets derniers. Et je suis content que pour l'instant, ça ne me fasse pas mentir. J'ai évidemment plein d'autres sujets sur lesquels mon Power Ranking est disons, boiteux. Mais celui-là, ça va à peu près. Merci, Tyrese. Et mention spéciale quand même à la défense d'Andrew Nembhard là, sur la période d'évaluation. Andrew Nembhard, c'est un bazar complet à cause des 65 matchs, mais je me demande s'il va pas réussir à gratter une autre défensive. Honnêtement. Sacré joueur, sacrée progression en 2 ans.
Eh bien, on peut conclure le Tyrese Haliburton. Alors, on n'a pas 10 ans d'expérience en 4 quarts, mais un joueur qui est à la fois cité, c'est jamais arrivé, hein. Un mec qui était positif et négatif dans la même saison, ça n'a pas duré. Parce qu'en général, on essaye de pas choisir les mêmes joueurs, mais là, devant le Tyrese Haliburton actuel, ça me semblait un peu difficile de passer à côté tellement, il marche sur l'eau. Et tu parlais de Carl Ice, Greg. Je pense que c'est quand même le joueur qui est Tyrese Haliburton. C'est un mec qui est quand même, en termes de, il a un côté propre et qui du coup, c'est un peu le résumé de ce qu'on dit depuis 10 minutes, c'est que du coup, sa propreté joue contre lui parfois. Je pense que on met en avant, tu vois, c'est ce qui illustre un peu parfois ces fausses passes aveugles, c'est qu'en fait, contrairement à d'autres passeurs qui prennent le risque de faire le turnover, lui, dans une volonté de propreté, va pas prendre le risque, quitte à ensuite faire un très bon jeu d'acteur sur une espèce de roulé-boulé. Voilà. Eh bien, on va s'envoler du coup. Là, on enchaîne les petits marchés. On va aller du côté d'Utah. Greg, tu veux nous parler de qui du côté d'Utah comme joueur positif? Évidemment, évidemment, c'est Isaiah Collier. Évidemment, c'est Isaiah Collier ou Collier, hein, je sais pas. Et je vais commencer par un mea culpa. Exactement. Et évidemment, je vais commencer par un mea culpa. Pourquoi je vais commencer par un mea culpa? Parce que j'ai eu une discussion il y a quelque temps avec une copine qui s'appelle Chachou et qui est évidemment connue du NBA, de la communauté NBA FR. Et je lui posais des questions sur Collier et j'avais un a priori négatif sur Isaiah Collier, notamment parce que ses chiffres d'efficacité sont... Parce que je l'appelais Collier. Désolé. Ouais, exactement. Parce que ses chiffres d'efficacité et son shot making sont pas au rendez-vous pour ce rookie. Mais elle m'a dit d'y croire, elle m'a dit de regarder davantage les matchs, etc. Ce que je me suis urgé de faire. Et j'ai découvert un joueur qui finalement me plaisait beaucoup. Alors, c'est peut-être un joker, ce joueur positif. Ça correspond pas forcément au profil de joueur positif qui rentre d'habitude dans un 4 quarts. J'en conviens, je m'excuse auprès des grands mouftis de Dunk Hebdo. Je fais un petit écart. C'est le hipster pick. Voilà, c'est un peu le hipster pick. Ouais, je me permets ce hipster pick avec du coup avec ma tête de hipster et clairement je peux pas dénier cette part de mon identité. Mais voilà, c'est le meneur qui prend sa place au Jazz en ce moment. Il y avait Keyonte George qui avait fait une bonne saison rookie mais qui est vraiment à la peine cette saison du côté de l'Utah. Il est starter depuis début janvier, notre ami Isaiah. Je vais pas dire son nom comme ça nous. Je pense que c'est Collier. Je pense aussi que c'est Collier. Du coup, je vais l'appeler Collier, c'est encore plus drôle. Il signe 39% des passes décisives de son équipe, c'est ma stat. 39% des passes décisives de son équipe, c'est lui, c'est le 90e centile à son poste. Et il peut faire des cartons à la passe puisqu'on a un record à 14 cette saison. Alors, il est pas toujours au-dessus des 10 passes par match. Il fait souvent dans les 8, etc. Machin. Pourtant, il a quand même un bon minutage. Mais je trouve que dans le projet du Jazz, qui est franchement un projet informe, en l'état en tout cas, qui est un projet où il n'y a pas de leader sur le terrain et où on vante beaucoup les mérites de Will Hardy, sans doute à raison d'ailleurs, je trouve. En tout cas, moi, c'est un coach que j'aime beaucoup, même si peut-être on a tendance un peu à lui jeter des fleurs qu'on n'a pas jetées à d'autres qui ont fait le même travail que lui avant dans d'autres franchises. Je trouve que ce projet manque d'incarnation. Il n'y a évidemment pas encore le franchise player du futur du Jazz et je pense pas que Collier soit celui-ci. Néanmoins, on a enfin un joueur qui peut-être est intéressant dans une démarche de création d'un collectif pour le futur. On a un meneur qui peut être dépositaire du jeu. On a un handle et un physique en titane. Moi, ça me rappelle un peu... Alors, shoot à part, la comparaison, si on inclut le shoot du joueur avec qui je vais le comparer, ne tient pas du tout, mais ce côté habilité de passe, premier pas dévastateur et handle, ça me rappelle vraiment fortement Deron Williams. Initiateur pour les autres de très bonne qualité. Et justement, après ce premier pas, il a un très bon drive et il fait du coup de très bons kick-out. Il n'y a pas besoin de screen sur pick and roll pour lui, pour qu'il soit capable de faire des différences. Déjà à ce stade de sa carrière en rookie, je trouve ça cool. Il y a d'autres joueurs qui ont plus de mal alors qu'ils ont aussi des prédispositions physiques. Et du coup, je pense à Scoot Anderson en saison rookie qui n'arrivait pas à faire de différence. Et puis, c'est un très bon lanceur de transition, soit parce qu'il court extrêmement vite, soit parce qu'il a une vision du terrain et qu'il arrive à saisir les opportunités de passe transversales d'une peinture à l'autre. Moi, c'est un style de jeu qui convient à Will Hardy, donc ce jeu rapide, délié, etc. Ça manque évidemment de shoot et c'est plein de nombreux défauts, mais quel enthousiasme du côté du Jazz, franchement, après un début de saison où encore on voyait les vétérans jouer, il n'y en a aucun qui est parti à la trade deadline, etc.
franchement, c'est un projet que je trouve qui commence un peu à tousser. J'aimerais que Danny Ainge aille un peu plus vite. Et je suis content en tout cas de voir que Isaiah Collier donne du fun aux fans. Et moi, personnellement, quand je le regarde, je m'éclate. Constant est dans les starting blocks. Non, non. Oh là là, Constant, en fait, c'est simple sur le cas Collier, mais c'est normal, j'accepte, parce que c'est le propre d'un hipster pick. Moi, je vous ai servi le chaud. Constant va vous servir le froid, parce que c'est la réalité pour l'instant. Isaiah Collier, c'est un plat qui se mange tiède. Bah, moi, en fait, moi, je suis C'est un plat d'accord que avec... je mange pas. Non. Il y a des qualités. Il faut être honnête, il y a des qualités. Moi, je le dis, puisqu'en plus, c'est bien, il joue au Jazz, il me fait un peu penser à Colin Sexton en étant meilleur playmaker. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Greg sur la capacité de création. Il a une très bonne capacité de création, notamment avec les intérieurs, que ce soit sur du pick and roll avec Kai Filipowski, ou sur du pick and pop avec John Collins, ou avec Lauri Markkanen, ou avec Walker Kessler. Enfin, vraiment, il a une très bonne relation sur pick and pop, et je vous conseille très honnêtement faire ce que j'ai fait là en préparant l'épisode. Vous prenez toutes les passes décisives d'Isaiah Collier sur la période d'évaluation, vous allez voir un vrai passeur. Moi, j'ai 2 problématiques avec ça. C'est que, de facto, tu vois, c'est très bien, ça fait une très bonne transition, Ben, mais tu parlais du fait que Tyrese Haliburton, il n'allait pas prendre le risque de faire la passe. Isaiah Collier, il fait le risque de prendre la passe, même si ça amène des turnovers, puisqu'il est dans le 8e centile au turnover pourcentage sur la période d'évaluation. C'est quand même pas beaucoup. Et puis surtout, moi, c'est l'efficacité. L'efficacité, elle est catastrophique. C'est-à-dire que autant au cercle, c'est un bon finisseur, mais il est 26e à l'EFG sur la période d'évaluation. Il est à 37% sur les mi-distances, 25% à 3 points. Et le truc, c'est qu'en dehors du cercle, il tente 3 pull-ups par match. C'est une cata en dehors du cercle. Il tente plus de pull-up que catch and shoot. Il est à 28% sur ses tirs en pull-up sur la saison, dont 18% sur les pull-up à 3 points. Il est à 31% sur les catch and shoot à 3 points, ce qui déjà n'est pas très bien. Mais si vous prenez sur les turnover pourcentage, en gros à son poste, il n'y a que Russell Westbrook qui fait pire que lui sur la période d'évaluation. Et qui joue vraiment, parce que sinon il y a Fred Pelton et Davion Mitchell, que ça compte pas vraiment. Mais voilà, je trouve qu'on est sur un... Enfin, encore une fois, c'est toute la problématique que j'ai avec le Jazz, c'est que t'es que sur des joueurs imparfaits. Tu n'es que sur des joueurs imparfaits et que, bah, comme tu l'as dit, Greg, il y a pas la pièce centrale. Et voilà, moi, je trouve que cette équipe a beaucoup de bons joueurs, mais qui sont globalement imparfaits. Et bah, quand tu mets les points négatifs de Keyonte George, que tu les ajoutes aux points négatifs d'Isaiah Collier, que tu ajoutes aux points négatifs de Bryson Sabo, etc., ça donne une équipe qui ne va pas très loin, qui navigue à vue, j'ai envie de dire, au niveau de ses prospects, et qui attend, et qui aurait vraiment besoin d'avoir le prospect, le diamant brut. Peut-être que de par leur bilan, ils l'auront cette année. Et tu vois, Isaiah Collier, pour le coup, si tu viens à drafter un guard avec la draft 2025, alors j'avoue que cette année, j'ai pas vraiment suivi la draft 2025, mais il doit bien avoir un guard bien classé qui traîne. Potentiellement, ce joueur-là peut se retrouver relégué, comme les Keyonte George se retrouvent relégués, malgré une bonne saison rookie. Enfin voilà, c'est ma problématique avec Isaiah Collier, c'est que déjà un joueur qui t'amène de la rim pressure, mais c'est un peu tout en dehors de son playmaking. Je suis pas sûr qu'à terme, le playmaking soit vraiment viable. Et puis surtout, comme tous les prospects du Jazz, j'ai envie de dire, ce sont des joueurs imparfaits. Et c'est sympa, mais pour une équipe qui est dans sa 3e année de reconstruction, c'est plutôt des joueurs que tu vois au bout d'1 an et demi. Ça, c'est le vertige. 3e année de reconstruction. On va rester à Utah. Je me dis juste que là, on aura activé dans les commentaires la gendarmerie de la prononciation des noms, du coup, qui est une gendarmerie qui nous prend parfois par le col et qui... Par le collier. Par le collier, du coup. voilà. Sachant que je répète toujours dans ce genre de cas, parce que je suis sûr qu'on aura des commentaires, sachant qu'on francise certains noms, enfin, on dit Kawhi Leonard, en fait. Donc, en fait, on peut franciser certains noms. Bref, parce que je sais que le débat va arriver. Et Tom, à l'époque, disait LeBron. Aussi, voilà. C'est, voilà, la prononciation des noms ne respecte pas forcément les règles de prononciation. Bref, alors, du coup, on reste à Utah. Et ben moi, justement, j'ai pas voulu trop intervenir parce que vous parliez de l'absence du projet, de la pierre centrale de l'effectif. Moi, mon joueur négatif, c'est Lauri Markkanen. Alors, la stat que je vais citer, elle est assez représentative selon moi. C'est 29,4% de réussite sur les pull-ups à 3 points sur la période. Parmi les joueurs qui ont pris plus de 70 tirs à 3 points, il est 74e. Il est
Parmi les 74 joueurs qui ont pris plus de 70 tirs, il y a trop de 7 dans cette stat. Bref, il est 71e. Les seuls joueurs qui font pire, c'est Bilal Coulibaly qui est dernier, Deni Avdia et Keon Johnson. Il est en grande difficulté et ça rejoint un travail qu'a voulu faire Markkanen en duo avec Will Hardy. Je vais vous citer ce qu'a dit Markkanen, c'était au Salt Lake Tribune. Il a dit, je cite, « Nous avons travaillé sur le fait de ne pas toujours obtenir uniquement des tirs ouverts en catch and shoot. J'essaie de tirer plus de tirs à 3 points contestés, légèrement contestés après des end-off et lorsque la défense effectue des switches un peu lents, des situations dans lesquelles je n'ai pas vraiment tiré auparavant. » Et justement, c'est ça mon problème. C'est-à-dire qu'ils sont en train de transformer, en fait. Et Will Hardy l'a expliqué, c'est pour notre prochaine bonne équipe, en gros, parce que Lauri, il aura un rôle dans quelques années de joueur qui sera peut-être amené à prendre des tirs difficiles. Sauf que Lauri Markkanen ne sera pas dans la prochaine bonne équipe du Jazz. C'est ça, en fait. Donc, plutôt que de mettre en valeur un joueur qui pourrait apporter peut-être de la valeur en trade, parce qu'il y a eu des rumeurs autour de Lauri Markkanen. Ce joueur a été re-signé, prolongé, et du coup, tu le mets dans un rôle qui le met plus en valeur lui. Sachant certes que l'équipe est plus la même parce que il y a la volonté au niveau, c'est dit toujours très bien dans l'interview, c'est que il y a moins de 5-5 out, donc il y a moins de possibilités pour Markkanen de s'exprimer. Moi, en termes de mise en valeur du joueur qui est paradoxalement ton meilleur joueur, je pense, en l'état dans l'effectif, mais pas le futur bon joueur de ton équipe, ça me pose une question, en fait, la manière dont il est mis en avant, Markkanen, cette année. Parce que ça reste un joueur qui a un salaire très important, et du coup, qu'est-ce que tu vas faire s'il devient, à moyen terme, un poids mort dans ton effectif, au moment où, techniquement, dans 2-3 ans, ton projet devrait commencer à décoller. Voilà. Vous aviez fait un épisode, il y a de ça quelques semaines, sur les indésirables. Pour moi, la prolongation de Lauri Markkanen à ce montant-là va en faire un indésirable. C'est-à-dire que Lauri Markkanen, en l'espace d'une prolongation, et parce que Danny Ainge est un entêté qui ne veut pas toujours, on va dire, capitaliser sur la valeur des joueurs qu'il a dans son effectif et essayer de rentabiliser au maximum leur valeur, a transformé un joueur qui était courtisé par absolument tout le monde. En tout cas, une bonne partie des équipes et une bonne partie des fanbases souhaitaient voir Lauri Markkanen, et je pense que Lauri Markkanen est un peu le Robert Covington de son profil, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a été idéalisé au possible et sur lequel on a décidé de faire l'impasse sur beaucoup de défauts qu'il apportait au moment où il était courtisé parce qu'il avait un salaire très bas. Et de par cette extension qui est quand même de 195 millions sur 4 ans, hein, on parle de 30, 27, 26 et 26% du cap, va devenir un joueur indésirable parce que ce n'est pas un joueur qu'une équipe va récupérer et dont les ambitions sportives matcheront avec le salaire que touche Lauri Markkanen. C'est-à-dire que si tu prends Lauri Markkanen et que tu es une équipe réellement compétitive, c'est pour en faire une troisième option at best, vraiment troisième option offensive at best, sauf que là il est payé comme un multiple star. Donc moi je pense vraiment que la prolongation de Lauri Markkanen va plus ou moins en faire un indésirable et qu'à partir du moment où il a été prolongé, déjà ça la lock pour l'intégralité de la saison puisqu'il pouvait pas être tradé cette saison avant la trade deadline. Mais surtout, je pense que ça réduit drastiquement le nombre de courtisans qui vont essayer de le récupérer. Donc dans l'état, tu es obligé effectivement de le garder. Et comme tu as envie de pousser d'autres jeunes et comme tu as envie de tenter d'autres trucs, bah, tu lui fais évoluer dans un rôle qui est plus Jérémy Grantesque à Détroit, j'ai envie de dire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que je pense que les équipes vont trader pour l'ancienne version de Markkanen alors qu'il est en train de jouer pour une autre version. Et c'est ça qui me fait très très peur, c'est que depuis le passage Détroit, on n'a plus jamais vu le Jeremy Grant de Denver, en gros ultra role player. En fait, on n'a plus vu ce mec-là. Hein. Ouais. Donc, Greg, si tu as un truc à dire sur Markkanen, ou ça se trouve, t'as rien à dire. Vas-y. Non, mais c'est le mec qui empêche un Isaiah Collier de faire plus de 10 passes par match. Parce qu'il rentre pas ses shoots, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. En plus, c'est la vérité. Je n'ai rien d'autre à dire dessus. C'est parfait. Non, mais c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. C'était un joueur qui était tellement intéressant, sur lequel il y avait tellement de choses à dire il y a 2 saisons. Et puis là, quand soudain, voilà. On enchaîne avec un joueur dont on parlait il y a 2 saisons, peut-être au mois de septembre, dans des termes élogieux. Et là, est-ce que peut-être à nouveau pu être là au mois de septembre. Constant, tu veux nous parler de James Harden. Ouais, James. Ce qui est bien en plus, c'est que on sort on est à quelques jours après son match à 50 points. Mais même un match à 50 points suffit pas à gommer l'inefficacité de James Harden sur la période d'évaluation. C'est quand même assez compliqué pour le James Harden. C'est-à-dire que James Harden, il a été All-Star. On n'a pas trop compris pourquoi.
Il était All-Star un peu pour le nom, mais moi, j'ai pas compris pourquoi. Il est All-Star pour le bilan, mais limite, je t'aurais envoyé Norman Powell que ça m'aurait moins choqué. Parce que James Harden, pour les Clippers, déjà, globalement, ils vont pas bien. Les Clippers, ils font la même chose que l'an dernier. On arrive au mois de février et c'est patatras. Là, en termes de, bon, ils ont gagné une victoire qui était nécessaire face aux Knicks au moment où on enregistre ce podcast, mais c'était quand même assez compliqué. Il y a l'effondrement dans le 4e quart-temps face aux Suns. Il y a les 2 défaites qui sont pas embarrassantes, mais que t'aurais quand même dû au moins en prendre une face aux Lakers. Ils se font surclasser, c'est ça le voilà, ouais. On va dire dans les moments cruciaux, ils se font surclasser. Tu vois qu'il y a une classe d'écart entre les Lakers et les Clippers sur les matchs où vraiment dans les moments importants. Kawhi Leonard joue à un niveau qui est très inquiétant, on va être très honnête pour Kawhi Leonard. Mais James Harden, là aussi, un petit peu à l'image de Paolo Banchero, est la personnification ultime des galères offensives que rencontrent les Clippers. C'est-à-dire que moi, ma stat, c'est que James Harden, si on prend sur la période d'évaluation, il est à 55,5 de true shooting pourcentage. Je suis allé chercher, j'ai fait chauffer StatEd. Sur un stretch de 21 matchs, James Harden, il a fait que 2 fois un stretch de 21 matchs à moins de 55,5 de true shooting. L'an dernier, déjà aux Clippers, au mois de février, et sa saison rookie à OKC. Voilà, c'est tout. C'est tout. Littéralement, c'est tout. Et si vous prenez le FG, il est 7e ou 8e dans le flop 7 ou dans le flop 8 en termes d'efficacité, encore une fois parmi le fil que j'ai utilisé, c'est-à-dire plus de 25% d'usage et plus de 25 minutes de moyenne. Sachant qu'il y a 45 joueurs sur l'échantillon, donc quand tu es dans le flop 7 ou dans le flop 8 pour James Harden, ça montre un petit peu toute la problématique, on va dire, de James Harden. Mais voilà, c'est très compliqué. Sur la période d'évaluation, il est dans le 25e centile au niveau de l'EFG. Il va plus du tout au cercle. Enfin, il est à 14% de tirs tentés au cercle. Même les mi-distances, il commence peu à peu à les éviter. En tout cas, les short speed, il commence peu à peu à les éviter. L'efficacité au cercle est en berne aussi sur la période d'évaluation. Il est qu'à 58% de réussite au cercle sur la période, 38% sur les short min. Enfin, il ne vit quasiment plus que des 3 points et des quelques lancers francs qu'il arrive à provoquer. Et là, vraiment, on est sur James Harden qui a un moteur qui commence à tousser très fort et qui, du coup, en étant quasiment le seul dépositaire du jeu offensif de ces Clippers, de par le fait que Kawhi ne soit pas au niveau et de par le fait que Norman Powell loupe pas mal de temps dernièrement à cause des blessures et qui s'est d'ailleurs reblessé lors du match face aux Lakers, fait que les Clippers, depuis le passage à l'année 2025, sont 22e ou 23e attaque. Et James Harden, on est sur sa première année, il me semble, en dessous de l'efficacité moyenne en NBA, ou de le fameux True Shooting Plus. Il est en dessous de la moyenne NBA en termes d'efficacité. C'était pas arrivé au moins depuis ces vieilles années au OKC, donc ça doit faire plus de 10 ans. Greg, quelque chose à rajouter? C'est dommage parce que j'avais l'impression en début de saison que James Harden portait un peu cette équipe, et sans doute ça avait été le cas. Effectivement, il ne faut pas minimiser ce que Norman Powell a mené à cette équipe en début de saison. Il avait vraiment été au rendez-vous, et je pense que je suis d'accord avec Constant. Norman Powell aurait peut-être mérité aussi d'être All-Star, ou en tout cas dans les discussions. Son nom a été évincé un peu trop vite et le nom de Harden l'a remplacé un peu trop vite, mais au début de saison, James Harden, c'est pas trop mal. Mais là, j'ai l'impression qu'il se heurte à un rookie wall, sauf que le mec, il a 30 000 ans. Et du coup, c'est pas le rookie wall pour lui. C'est le vieillage wall. Là. Voilà, c'est le vieillage wall. C'est le vieillage wall. Et comme tu le dis, Constant, il n'y a personne côté Clippers pour prendre la relève. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce qu'autour de lui, au playmaking, il y a vraiment personne. Et le guard play est principalement un guard play défensif, ce qui quand même limite beaucoup les Clippers sur l'animation offensive. Donc, t'as même pas un petit jeune ou un rookie qui vient t'amener un peu de fun, etc. Machin. Bon, c'est un peu tristoun pour les Clippers. Aujourd'hui, si on devait refaire la photo du power ranking, les Clippers, ils glissent. Ils glissent dangereusement. Ils glissent même très dangereusement. Moi, je les vois pas être compétitifs du tout avec cette itération d'équipe. Aujourd'hui, c'est ça, en fait, la question qui se pose, c'est que James Harden, le moteur, tous. Le système, comme il dit, moi, je suis un système, je suis le système, etc. Machin, ok. Mais là, le système, frérot, c'est erreur 404. C'est ça ton système. Donc, voilà, ça me paraît compliqué, là, James Harden. Je vais pas rappeler les chiffres de Constant, mais ça me paraît très, très compliqué. Sur le stretch de match, vous regardez sur Clean Glass, tout est bleu. Donc, c'est terrible. C'est terrible.
D'ailleurs, je m'auto-vare, c'est littéralement sa première année en carrière en dessous de l'efficacité moyenne en NBA. Après, est-ce que l'absence de Kawhi ne le pénalise pas? Peut-être que effectivement, Non, quand t'as pas... non, il est moins fort quand Kawhi est là, et un peu les Clippers aussi. Hein. Enfin, je trouve que Kawhi Leonard, l'absence de Norman Powell et le retour de Kawhi Leonard ont un peu brisé la dynamique des Clippers de début de saison. Ouais, c'est Mais ça. ça rejoint ce qu'a dit un très grand homme, Constant, qui est le fait que la capacité d'un joueur à répéter, t'avais dit ça justement sur Harden dans le DHA en plus. Premier signe de vieillesse, c'est la capacité à répéter ce que tu sais faire sur un plus petit volume. Et du coup, en liant ça avec ce que vient de dire Greg, bah, c'est pas la première fois qu'on voit Harden faire des bons débuts de saison et qui se casse la tête petit à petit. Et c'est ce qu'on peut voir avec... Alors Steph, en ce moment, ça va mieux, mais Steph, il a eu des périodes où il était moins bien et tout. Bah... Steph, il a eu 4 jours de repos là, à San Francisco, plus le trade de Jimmy Butler, il a rajeuni de 2 ans. C'est incroyable. On a parlé des Warriors, vous avez vu? Mais c'est tout, parce qu'on va parler des Raptors et de Scottie... ça me fait mal. Parle-moi de Scottie Barnes, Greg. Mais écoute, tu sais quoi? Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Sur la théorie du joueur, j'adore. Sur les premières saisons, j'aime beaucoup. Il y a des promesses qui me plaisent. Il y a des trucs qui se passent et j'en discute souvent parce que je discute quasi quotidiennement avec quelques fans des Raptors. Et du coup, honnêtement, Scottie Barnes, j'avais mordu à l'appât. Mais là, je commence à me poser de très sérieuses questions sur Scottie Barnes parce que cette saison, on n'est pas sur une absence de progression comme il y a pu avoir sur d'autres joueurs d'à peu près cette génération, et je pense notamment à Evan Mobley. On a sur Evan Mobley notamment, puisqu'il y a eu longtemps une comparaison, et notamment dans les fanbases qui se livraient une guerre pour savoir qui de Mobley ou de Barnes était le meilleur poste 4. Mobley, souvent on a dit, ok, il arrive à un plafond, il faut vraiment qu'il perce ce plafond, sinon les Cavs n'iront pas. Cette saison, Evan Mobley a percé ce plafond, ça progresse notamment offensivement très bien. Là, Scottie Barnes, c'est pas que ça progresse pas, ou c'est pas que ça progresse peu, c'est qu'il y a des vraies régressions. Il y a des vraies régressions dans les chiffres et dans le jeu, quoi. On est passé de 114 points par shoot la saison dernière à 106,8. On est 49% sur les indices d'efficacité divers et variés. Grosso modo, le 16e centile seulement à son poste. C'est vraiment pas top. Hein. C'est vraiment pas top. Hein. Réduction terrible des accès au cercle et de la rim pressure, alors que c'est l'identité offensive de Scottie Barnes sur le scoring en tout cas. Alors certes, il y a des progrès sur les shoots mid-range, etc. machin, mais pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Pourquoi tu te retires du shoot le plus rentable de la ligue, l'accès au cercle, alors que tu as une dimension physique et athlétique qui est considérable et considérablement valuable dans cette ligue? Pourquoi tu te retires de cet accès au cercle pour prendre des mid-range? Ça n'a aucun sens, aucun sens. Alors, il y a ce rôle de ball handler, initiateur, qui est cher à Scottie Barnes. On sait que c'est plutôt un joueur qui a du playmaking et qui a des facultés de passe et de vision du jeu, d'organisation même du jeu. Très bien, soit. Moi, ça me renvoie aux premières saisons où je crois que c'était Jason Kidd qui avait essayé de faire jouer Giannis en meneur pendant une certaine période pour développer son jeu, ou même, plus récemment dans l'histoire, à Jeremy Sohan qui a fait quelques piges de meneur l'hiver dernier pour les Spurs pour développer justement du playmaking. Que Barnes fasse des piges en meneur de jeu de cette équipe des Raptors parce qu'elle est full ailier, il n'y a que des ailiers dans cette équipe. C'est ça, il n'y a que des ailiers, et encore, Brandon Ingram n'est pas revenu de blessure. C'est le rêve mouillé de Masai, de toute façon. Que Scottie Barnes fasse le job de playmaker, initiateur principal. Ok, mais ça a quand même ses limites. C'est un bon défenseur, c'est un bon passeur, mais ça reste avant tout un poste 4 avec des dispositions athlétiques exceptionnelles. Et moi, je regrette vraiment de voir ces régressions parce qu'en fait, elles mettent une fanbase en colère, et au-delà de ça, moi, elles me laissent vraiment sur ma faim quand je regarde le joueur jouer et quand je regarde les Raptors jouer. Parce qu'on se retrouve avec des drives de Grady Dick. Alors, c'est très cool pour Grady Dick qui développe et qui montre qu'il a autre chose à offrir que son shoot à 3 points. Mais moi, c'est Scottie Barnes que je veux voir driver. C'est Scottie Barnes que je veux voir agresser le cercle. Je me pose vraiment des questions, là, à l'instant T, du projet des Raptors autour de Scottie Barnes, quoi. Est-ce que tu as vraiment un joueur qui va rester le joueur qu'il est aujourd'hui, qui va éventuellement développer un pull-up à mi-distance, voire un mi-distance tout court, ou est-ce que tu as vraiment un joueur qui va jouer sur ses qualités, qui va prendre confiance en ses qualités, qui va les reconnaître et qui va épouser complètement le jeu, qui va faire de lui, disons, le joueur dominant qu'il pourrait être, ou en tout cas vraiment le joueur exceptionnel qu'il pourrait être, en tout cas sur la théorie, quoi. C'est terrible. Je m'attendais vraiment pas en début de saison
à pic Scottie Barnes en joueur négatif dans un 4 quarts, quoi. Moi, je vais juste dire deux choses très rapidement sur Scottie Barnes avant que Ben puisse répondre. C'est que ce qui est bien, c'est que de conclure sur Scottie Barnes, c'est que ça fait le lien avec tout ce qu'on a dit de négatif sur Paolo Banchero et tout ce qu'on a pu dire sur le fait que ton rôle il change du lundi au vendredi de la semaine sur Alperen Sengun. C'est-à-dire que Scottie Barnes, à un moment, ça voulait le faire shooter 9 tirs à 3 points, puis après, ça voulait le faire réagresser le cercle. Enfin, voilà, je trouve que il a les mêmes problématiques en termes d'inefficacité, de choix de sélection de tir que Paolo Banchero. C'est un meilleur défenseur, un meilleur playmaker, je pense, global, mais la même inefficacité. Et puis surtout, depuis l'arrivée de Darko, je ne citerai pas son nom de famille déjà parce que j'ai oublié en plus, parce que la team prononciation va non, mais je suis mauvais élève là pour le coup, mais voilà, je trouve que là aussi, on le fait quand même changer de rôle en fonction des semaines et que ça va pas aider le cas Scottie Barnes. Mais je pense que, et Greg, en gros, je paraphrase, hein, mais si on le fait changer de rôle, c'est qu'on n'a pas identifié son rôle, en fait. On ne sait pas qui c'est, en fait, comme joueur pour l'instant. Et c'est ça qui peut rendre fou, c'est parce que je pense qu'on est sur un profil qui doit être un porteur de balle, très axé pick and roll, surdimensionné, très bon défenseur. Le hic, on en parlait en off, tu mets quoi à côté de ce profil-là? En fait, c'est quoi les profils? Parce que moi, je suis désolé, je n'identifie pas parce que on en parlait déjà de ça, je sais plus dans quel épisode ou peut-être dans un off. Si on part du principe que c'est la première option, Ingram n'est pas vraiment encore intégré dans l'effectif. Bref, c'est une des pires options offensives parmi les premières options. C'est-à-dire vraiment qu'il est pas assez bon en attaque. Et donc, c'est pas une première option. Attends, je te coupe, mais c'est une des des premières options offensives de toutes les équipes qui sont en reconstruction. On parle même pas de la totale NBA. Alors... Rockets, il y a des gars. Alors peut-être le Jazz, parce que le Jazz n'en a pas. Mais des équipes qui sont en reconstruction et qui sont censées avoir leurs joueurs. Aujourd'hui, Scottie Barnes est celui qui répond le moins bien au projet, pardon. Qui a déjà été payé en plus. C'est ça aussi. Qui a déjà été payé, à qui on a déjà donné les clés, on va dire, de manière symbolique de l'équipe. Donc c'est ça le problème, c'est que à l'heure actuelle, moi j'adore ce joueur parce que je pense que c'est un profil atypique et que les profils atypiques en général m'attirent. Mais là, j'ai beaucoup de mal à imaginer comment tu construis autour de lui. Et ce qui est sûr, c'est que c'est clairement pas ce qui est proposé du côté des Raptors. Mais je te rejoins, Greg. C'est pas tu l'as dit, Constant, c'est pas le mec qui tire 9-3 points parce que clairement tous les indicateurs montrent que c'est pas un tireur. Il a beaucoup de mal quand il trouve pas la passe sur le pick and roll. Il a beaucoup de mal à faire autre chose. Je sais pas. C'est terrible. Mais c'est terrible. Là, pour le coup, on est en train de perdre un potentiel baby Giannis. Et c'est terrible. Mais tu vois, il y a une période, je voyais beaucoup de personnes au moment du titre des Rockets. Ouh là là. Oula, on vit dans une réalité pareille. On fatigue. Au moment 95. Du titre, Chris s'est jamais blessé. Au moment du titre des Nuggets, il y a beaucoup de personnes qui se demandaient qui va être le nouveau Aaron Gordon, voilà, le joueur haut drafté dans une équipe qui marche pas et qui sera intégré dans un nouveau collectif, etc. Et il y avait parfois le nom de Scottie Barnes qui était évoqué. Et même ça, j'ai du mal, en fait. Parce qu'encore une fois, je vois pas dans quelle espèce d'autre collectif il pourrait s'inscrire. Bref. Moi, je le prends au Suns, il n'y a pas de problème. Hein, mais frérot, il va falloir aller au cercle. Sinon tu vas me saouler. Eh bien, les gars, sur cette note de négativité, je sais pas si c'est toujours bien. Ouais, Constant, vas-y. Oh, un truc positif, parce qu'on n'en a pas parlé, je le dis très vite, c'est OKC base, mais je m'en fiche. Aaron Wiggins, sur la période d'évaluation, 16 points, 51% au tir, 40% à 3 points sur 6 tentatives, 80% au lancer. Faites ce que vous voulez. 45 millions sur 5 ans le contrat dégressif. Deuxième option d'OKC au mois d'avril. Super. Ça valide mon power ranking, moi. Très bien, c'est le Peyton Pritchard et c'est le Peyton Pritchard et le Ty Jerome de Casey cette année. Eh bien, sur ce, on vous remercie pour. Oulala, encore une fois, on a dit qu'on ferait pas aussi long que le power ranking, mais on aurait rajouté une troisième catégorie. On aurait rajouté le joueur moyen, l'équipe moyenne. On était bon. Les coachs. les coachs aussi. Coach négatif, coach positif.
En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. C'était comme d'habitude un plaisir. Merci encore pour ce soutien et cet engouement pour l'épisode Power Ranking. On vous rappelle de nous suivre, vous le savez, sur toutes les plateformes de podcast, de nous donner des notes quand vous le pouvez, quand vous le voulez aussi surtout, et de nous suivre sur YouTube où du coup le succès de l'épisode Power Ranking a fait qu'on a passé cette barre des 3000 abonnés. Mais n'hésitez pas, si vous nous découvrez, à vous abonner surtout, et n'hésitez pas à réécouter le prochain épisode, qui celui-ci normalement devrait pas passer les 2 heures, mais on sait toujours pas, parce que là, je pense comment ça traîne là, il y a moyen. Hein. Il y a moyen qu'on est en train de changer de mode et qu'on devienne un podcast de 2 heures. Passons. Merci Greg, merci Constant. Il nous reste une dernière part du gâteau, parce que là on a fini le 3e quart, donc on entame le dernier quart de saison, et là on commence à entrevoir, plus qu'entrevoir même, les playoffs. Ça va être un peu l'objectif des prochaines semaines. Eh bien, à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Salut.